So here's the really interesting thing about islands. According to this map and a scale developed by the University of San Diego, most rare and unique species in this world occur in island ecosystems. So as you can see here, the islands beat the mainland in biodiversity 9-1 on this measure. So why do we think that is? Well, island ecosystems in nature seem to demand new adaptations. And here I have a Galapagos turtle, because as we all know, the Galapagos is a very well-documented example of how animals have adapted in very unusual ways, in very specific ways, and nowhere on Earth ways to the Galapagos environment. But this trend is not actually limited to animals. Islands also inspire human diversity and adaptation. So as I have a couple of examples here, these are both Polynesian examples. One is, as we all know, the ancient Polynesian navigators figured out how to sail the entire Pacific Ocean and adapt to that environment better than anybody else in the world has ever seen. And my other picture up here is from Easter Island, or Rapa Nui. And that island produced a very specific culture where they made moai, which are seen nowhere else in the whole world. And you can see my kids walking around looking at moai in that picture. And also I'm wearing a further example of adaptation. These are pearls from the island of Tuamotu. And in Tuamotu, this is a place where Alexander Collins was telling me that they had to, they still use a lot of very traditional practices to live on that area. And part of their adaptation to their environment is producing these very unique and beautiful black pearls. So seasteading, in that sense, is really just a logical extension of the adaptation and diversity that we see both throughout human history and in the animal kingdom. In fact, it's really just a new habitat for an old idea. Humans are always, throughout history, have been constantly adapting to their new environments. And island environments have constantly produced very unique adaptations. And seasteading is just a logical extension of that. And as we're going to be able to produce new adaptations that we can export to the rest of the world eventually. So again, what does that have to do with law and economics? Well, in the sea of possibility that seasteading presents, the seasteaders have, the Seasteading Institute has had its roots in libertarian philosophy, because the libertarians were the ones who saw this opportunity and said, we're the ones who want to promote taking to the seas and creating these new adaptations to build a new society for ourselves. But of course, the seasteading movement isn't just exclusive to libertarians. It welcomes everyone in the movement who's a fellow traveler and who believes that humanity can create a better environment on the seas. And the seasteads can support a wide variety of social, economic, technological innovations, but also law and economic innovations. So what we're going to hear this afternoon is more about the structures for the adaptations that we're going to need on the seastead. Not just in technology, as we've heard throughout this conference, but also the legal and the economic structures for adaptation that we're going to need. And that is what law and economics has to do with cute animals. Law and economics is the human form of adaptation to the sea. Animals have their own versions for their own island and specific environments. So our first speaker this afternoon, we're going to have, there we go. We're going to have 5 speakers this afternoon dealing with law and economic topics. We have Philippe Lemonnier, who's going to talk about the flagging authority. We have Mark Lutter, who's going to talk about special economic zones. We have John Hawkins, who's going to present an economic impact analysis about the seastead. And Robert Viglione, who's going to talk about blockchain and social entrepreneurship. And finally, we'll wrap up with the inimitable Professor Tom W. Bell, who is probably the world's premier expert on the law of special economic zones. So right now, I'd like to bring up Philippe Lemonnier. He's going to talk about flagging, as I mentioned. Philippe is the founder and manager of Pacific Venturi, which is the first company in French Polynesia dedicated to leadership. He has also organized the TEDx Papeete Nights in Tahiti since 2013, as well as the Fuck Up Nights, which, for those of you who don't know, is an opportunity for entrepreneurs to talk about their failures
He's done that since 2017. And Philippe has a long history and career in practicing law, as well as many certifications in leadership and psychology. So with that, let's welcome Philippe. Bonjour à tous, je vais m'exprimer en français pour changer un petit peu. Donc pendant longtemps, les mers ont été uniquement occupées par des navires de différents types, de différents usages, mais qui pouvaient relativement bien s'organiser dans une seule et même catégorie, être soumis à un seul et même régime juridique, dont une des caractéristiques est d'avoir un pavillon. Qu'est-ce qu'avoir un pavillon? C'est la possibilité pour un navire de se mettre sous la protection d'un État. En contrepartie, il s'engage à appliquer et respecter les lois et règlements de cet État. Mais avec l'évolution technologique et l'expansion des sociétés humaines, de plus en plus d'activités se sont développées sur les mers, amenant sur les flots des engins de nature et usages trop variés pour répondre à un seul et même régime. Je citerai ainsi l'apparition des plateformes d'exploitation des ressources de la mer, des usines flottantes géantes, des hydroglisseurs ou hovercrafts, et plus récemment encore, les drones maritimes utilisés comme plateforme d'atterrissage pour les fusées de la société SpaceX. La mer devient une surface de plus en plus usitée pour les différents besoins de l'humanité. Face à cette évolution importante, viennent aujourd'hui compléter cet inventaire les îles flottantes qui sont donc au cœur de notre attention depuis plusieurs jours. Alors vous le savez, pour les juristes, il est toujours très important de classifier, de catégoriser, de créer des régimes juridiques aux contours clairs pour s'assurer que derrière, les droits et obligations qui en découleront seront respectés. Aussi, pour permettre à ce projet d'île flottante de s'épanouir au plan du droit, il est donc important, avant tout, de cerner le concept des îles flottantes. En l'état et en matière juridique, elles sont encore des objets flottants non identifiés. Alors les questions immédiates que l'on se pose sont: à quoi les assimiler et quel régime leur conférer? Devront-elles ou non s'inscrire dans la tradition maritime et s'inspirer du navire en bénéficiant d'un régime similaire? Et en posant ces questions, en découle immédiatement une autre question centrale aujourd'hui, dont je traiterai: doit-on leur conférer un pavillon à l'image de ce qui existe pour les navires? Comme je le disais, le navire a pendant longtemps été le centre de toutes les activités maritimes. Le navire en droit se définit comme un bâtiment de mer flottant, affecté à la navigation maritime et apte à affronter les périls de la mer. Cette définition génère un certain nombre de conséquences au niveau juridique. Et la question est: l'île flottante répond-elle à cette définition? Alors les îles artificielles sont déjà définies par le droit de la mer, mais je pense que les îles flottantes telles qu'on nous les présente aujourd'hui ne répondent pas de ce régime traditionnel et se présentent comme un hybride entre le navire et l'île artificielle. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit définitivement, comme le navire, d'un bâtiment de mer et d'un objet flottant, fort heureusement. Mais c'est également a priori un objet mobile apte à affronter les périls de la mer. En tout cas, on peut l'espérer si on souhaite y implanter de façon durable diverses activités. Une distinction s'opère avec le navire quant à la capacité du bâtiment de mer à se mouvoir par lui-même. Au regard des différentes études d'ingénierie publiées sur le sujet, il semble que les îles flottantes seront à même de se déplacer par elles-mêmes, mais l'affectation primaire de ces îles ne sera pas de naviguer. Ce sont donc des bâtiments flottants, aptes à se mouvoir, mais non affectés prioritairement à la navigation. Alors bien plus que de simples arguties juridiques, ces interrogations mènent à la question de l'intérêt d'attribuer à l'île flottante un pavillon, comme pour les navires. Si le développement croissant de ces structures est appelé à se confirmer, il conviendra au plan juridique d'y apporter une réponse claire, comme cela s'est fait par exemple il y a quelque temps pour les drones aériens. Il s'agira dès lors de créer une nouvelle catégorie du droit maritime, que l'on pourrait définir ainsi: des bâtiments de mer flottants, navigables, aptes à affronter les périls de la mer, affectés à l'implantation d'activités humaines permanentes, et donc a priori munis d'un pavillon, vu sa proximité avec le navire. Des premiers travaux de recherche ont été menés sur le sujet et laisseraient penser que les îles flottantes auraient tout intérêt à s'affranchir de l'autorité des États et donc à se dissocier du régime des pavillons,
ou en tout cas assurer le service minimum en la matière. Vu de la technique juridique, l'absence de pavillon priverait l'île flottante de toute forme de protection et l'empêche ou à tout le moins complique ses relations avec l'extérieur. Car en effet, le pavillon conserve toujours un rôle dans les questions de conflit de loi lorsque deux entités de nationalités différentes interagissent. Donc faute de pavillon, l'île ne disposerait que difficilement d'une loi automatiquement applicable et des éventuels privilèges de juridiction qui s'accompagnent. Je soutiens donc qu'il serait plus profitable pour ce projet de chercher à s'insérer dans un cadre suffisamment élevé en matière juridique pour en garantir la pérennité et donc ainsi disposer d'un pavillon. Un régime de pavillon cohérent serait en effet la garantie de droits et de contrôles minimums et donc de sécurité nécessaire pour assurer le déploiement de nouvelles technologies. Rappelons enfin qu'en l'état actuel du droit, tout engin flottant sans pavillon est considéré comme pirate, avec donc toutes les conséquences que cela suppose, même si les modèles pirates du XVIIe siècle peuvent être une grande source d'inspiration pour les îles flottantes, mais cela relève d'une autre discussion dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc si l'on part du postulat pragmatique d'attribuer un pavillon aux îles flottantes, la question se pose alors quel pavillon ? On en distingue plusieurs types. Les pavillons des États, que l'on pourrait qualifier de standards, les pavillons de complaisance, qui ont souvent fait la une des médias, et les pavillons bis, qui sont un peu moins connus. L'option retenue devra, quoi qu'il en soit, donner suffisamment de souplesse pour faciliter le développement d'infrastructures à coût d'investissement élevé, tout en s'assurant qu'elles relèvent de standards juridiques aptes à en garantir la pérennité. Les pavillons de complaisance sont donc des régimes juridiques accordés à des navires par des États qui n'ont pas les ressources ou la volonté, ou les deux, d'exercer les contrôles suffisants pour s'assurer que les navires respectent un certain nombre de règles en matière sociale, environnementale et sécuritaire. Bien souvent, et contrairement à ce qui est généralement requis en matière de droit du pavillon, l'État complaisant ne dispose d'aucun lien substantiel avec le propriétaire ou les exploitants du navire, qui dispose ainsi d'une autonomie excessivement large. Alors ce régime représente bien sûr la facilité et la moindre contrainte, mais est-ce à favoriser ? Compte tenu des challenges techniques et humains dont on a pu parler ces derniers jours, l'absence de contrôle des pavillons de complaisance pourrait à mon sens être problématique. Rechercher le moins de règles possibles et le moins de contrôle possible, c'est présupposer que chaque projet saura s'imposer des standards suffisants pour garantir les droits humains, la sécurité, la protection de l'environnement et une approche plus englobante de ces problématiques. Alors, l'histoire des pavillons de complaisance a clairement établi que les sociétés qui enregistraient leurs navires sous ces pavillons le faisaient dans une recherche souvent de profit à court terme et pour s'affranchir de tout impératif de respect de ces droits. L'histoire ne plaide donc pas pour le pavillon de complaisance quand on parle du futur des îles flottantes. Car le développement d'un projet innovant repose principalement sur la capacité de ce projet à aller au-delà des standards minimums en offrant les meilleures conditions à ses membres. En s'assurant de la satisfaction des ressources humaines par le maintien de conditions suffisantes, on tend à garantir l'innovation qui est très clairement issue d'esprits challengés, épanouis et débarrassés des contingences basiques. Il convient que ce projet d'île flottante ne soit donc pas pensé pour s'échapper au large du droit, mais pour être un outil d'extension positive du droit. Il ne s'agit pas ici de pointer tel ou tel du doigt, loin de là, mais de retenir les leçons d'expérience passées, ayant malheureusement démontré comment peuvent être détournés certains projets pertinents. Car il faut en plus réfléchir non pas uniquement au premier projet qui verra le jour, mais à la suite. Qu'adviendra-t-il en effet lorsque le projet sera réalisé et qu'il pourra être dupliqué à volonté et utilisé par tout le monde ? Quid de ceux qui ne chercheront pas à maintenir un certain niveau de qualité ? Là encore, l'histoire nous démontre que souvent, plus une pratique s'étend, moins elle conserve ses objectifs initiaux. Les pavillons de complaisance ont en effet été initiés par les États-Unis en 1942, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, pour protéger les navires de transport de troupes et de ravitaillement des sous-marins allemands. Enregistrés alors sous pavillon sud-américain, les navires pouvaient passer pour des navires neutres et traverser ainsi l'Atlantique de façon plus sécurisée. Mais au fil des années du développement de cette pratique, les sociétés commerciales ont fait appel aux pavillons de complaisance pour disposer de légèretés réglementaires qui ont mené à des situations comme l'Exxon Valdez, le Torrey Canyon ou l'Erika, dont les conséquences sont connues.
Du fait de ces expériences malheureuses, bien des pavillons de complaisance sont aujourd'hui blacklistés et se voient rejetés de certaines zones maritimes. Là encore, d'un point de vue pragmatique, envisager un pavillon de complaisance pour les îles flottantes pourrait donc limiter les accès ou la réputation de ces dernières dans certaines régions et compromettre ainsi l'extension du projet. Le droit s'entraîne souvent à prévoir pour empêcher le pire et donc à mettre en place un régime qui préviendra que le pire n'advienne. Rappelons également que l'objectif des îles flottantes est de participer notamment à la réponse aux challenges actuels de l'humanité. Il convient donc qu'elles soient conformes à des standards correspondant aux objectifs humanistes et futuristes qu'elles souhaitent challenger. Si le pavillon de complaisance ne semble donc pas être la meilleure orientation à prendre, quelles options privilégier ? J'exclus d'office le pavillon standard des États, car ils sont trop contraignants dans les obligations juridiques et limiteront le développement d'un projet tel que les îles flottantes qui nécessite des investissements importants et ne pourrait donc s'épanouir dans un cadre fiscalement contraignant. Reste donc une dernière piste à explorer, le pavillon bis. Ces pavillons ont été envisagés comme une réponse au pavillon de complaisance en retenant une logique de souplesse du cadre réglementaire sans se départir des exigences essentielles induites par les problématiques notamment de sécurité. Ainsi, la Grande-Bretagne a créé le pavillon de l'île de Man, les Pays-Bas celui des Antilles néerlandaises, la Norvège le NIS, Norway International Register, et le Danemark avec le DID, la particularité de ces deux derniers étant qu'ils ne sont rattachés à aucun territoire géographique et qu'ils ne sont pas limités uniquement aux navires originaires de ces deux pays. En France, un premier régime bis a été créé comprenant des allègements en matière fiscale et de droit du travail, tout en assurant des standards minimums en 1986 et rattaché aux îles Kerguelen. Il a été réformé en 2005 et n'est désormais plus rattaché à aucun territoire. Ceci a permis à des compagnies maritimes tentées par l'aventure de la complaisance de rester dans des eaux plus saines, tout en bénéficiant de facilités juridiques suffisantes pour assurer une croissance économique et un développement efficace. Ce régime d'entre-deux eaux constitue une hypothèse intéressante pour les îles flottantes, en ce qu'il répond déjà aux contraintes évoquées. Compte tenu de leurs caractéristiques, sur l'inspiration du pavillon bis, pourquoi ne pas créer un pavillon similaire, mais spécifique aux îles flottantes, qui fixerait un minimum de standards correspondant aux contraintes auxquelles elles feront face ? L'île sera donc soumise à la loi d'un pavillon disposant d'un régime juridique propre, permettant de garantir un minimum réglementaire utile, un système de contrôle efficace et non complaisant, pour viser à faire évoluer les îles flottantes vers des standards humains suffisants et non pousser à un dumping social, sécuritaire et environnemental. Cette nouvelle orientation avec le pavillon s'envisage comme la reconnaissance que les États, au travers des réglementations mises en place en matière maritime depuis des décennies, représentent pour le moment les garants du maintien de standards minimums qui pousseront les projets innovants tels que les îles flottantes à tendre vers le meilleur et vers la mise en place de mesures aptes à faire protéger et respecter le droit. Alors bien sûr, dans le futur, de nouvelles solutions pourront sans aucun doute s'envisager, mais elles devront toujours s'organiser, c'est ma conviction, vers la priorité aux droits fondamentaux. Alors dans la mesure où le projet d'île flottante prend naissance à Tahiti, la conclusion qui s'impose est bien évidemment de créer en Polynésie, sous couvert des règles de partage de compétences entre l'État et le pays, un nouveau pavillon qui s'appliquerait aux îles flottantes de façon matérielle ou éventuellement de façon extraterritoriale à l'ensemble des engins du Pacifique. Il pourrait donc être soit limité aux îles flottantes, soit étendu à d'autres bâtiments de mer spécifiques à l'environnement insulaire. On peut notamment penser, ainsi que me l'a suggéré Lele et Laoulou récemment, aux pirogues traditionnelles. Ce nouveau pavillon serait dès lors le régime propre à l'environnement des grands pays océaniques tels que la Polynésie. Et en devenant l'hébergeur d'un tel régime novateur en matière maritime, le pays pourrait dès lors devenir un pôle d'attraction pour de nombreux projets innovants, et bien qu'accordant des facilités fiscales pourrait s'y retrouver à long terme quant aux investissements et aux échanges économiques qui transiteraient sur son territoire. Il y a donc là un avantage réel pour le Fénois à plaider auprès de l'État pour la mise en place d'un tel régime de pavillon. Pour terminer, je voudrais revenir sur ce choix de plaider pour un régime de pavillon plus strict avec plus de contrôle. Outre l'intérêt pour le Fénois, quels intérêts pour les îles flottantes ? Compte tenu de la nouveauté technologique et du potentiel de développement du projet, je suis convaincu que de disposer d'une base minimale de contrôle et d'obligations légales garantissant un niveau suffisant de sécurité
de garanties sociales et environnementales et un encadrement fiscal sera un atout majeur pour assurer la pérennité du projet. De plus, considérant que ces îles flottantes sont donc envisagées pour faire face à des problèmes humains majeurs tels que la montée des eaux et le réchauffement climatique, il convient dès le démarrage d'engager ces îles flottantes dans une approche éthique et orientée vers le développement humain et non la recherche d'un intérêt purement financier. Le droit est conçu pour fixer des standards, des règles minimum sur lesquelles il est toujours possible de s'étendre, d'innover de façon sécurisée et progressiste. Il n'est pas fait uniquement pour contraindre et pour empêcher d'avancer. Sachons donc l'utiliser dans une optique positive pour faire de ces projets qui pourront s'avérer révolutionnaires pour l'humanité, des projets qui valoriseront l'humain et l'intérêt de tous et non de quelques-uns. L'innovation pour la Polynésie française comme pour le monde sera ici de porter un projet positif, porteur dans un cadre juridique constructif, clair, transparent et dynamique au bénéfice de tous. Je vous remercie. Thank you, Philippe. Next up, we're going to have Mark Lutter to talk about the importance of special economic zones. Many people may have the question, why is it that a seastead needs its own special economic zone? Why can't you build floating islands out in the ocean? Well, Mark is here to tell us more about that. Mark is a lead economist at New Way, and he works on the design and implementation of legal and regulatory systems for new jurisdictions. He has a PhD in economics from George Mason University, and he wrote his dissertation on the creation of legal systems for cities to attract investment and boost economic growth. And his work on new jurisdictions has been published in many major publications, as well as also been translated into Spanish and Portuguese. So please help me welcome Mark Lutter to learn more about special economic zones. Oh, that's one too soon, or one too. Yes. Okay, thank you. As mentioned, I am Mark Lutter, and I'm here to talk about the importance of special economic zones. So I'd like to thank the Seasteading Institute for inviting me to speak. I'd like to start with this image. It's from a satellite, and it shows in the top left-hand corner is China, and the bottom right-hand corner is South Korea. And what is difficult to see is this part right here is North Korea. It has the lights of Pyongyang on. However, everything else remains dark. And this picture is interesting because it speaks to one of the fundamental questions of economics, which is, why are some countries rich and other countries poor? So the Korean Peninsula is interesting. It's, in effect, a natural experiment. North and South Korea have the same history, they have the same culture, they have the same geography, they have the same language, and yet they have had very divergent economic outcomes. South Korea is an OECD country. It is very developed. They have many major industries, and North Korea oftentimes can barely afford to feed its own people. And the reason for the success of South Korea and the failure of North Korea can be broken down to rules, or what economists call institutions. So institutions are the man-made constraints on behavior. We can think there are environmental constraints. For example, there are rivers, there are mountains. There are also man-made constraints. What rules allow you to open a business, to trade, to invest, to interact with other people? Good rules can make a country rich, while bad rules can keep a country poor, and that is what we see with North Korea. We can think of several important large-scale rules, for example, the rule of law.
Does a country act in a predictable manner, and does it follow the laws that it passes? We can see countries that are erratic, they scare away investment because the investors aren't sure whether that the project they invest in will be able to recoup that initial investment. Similarly, if countries do not follow their own rules they set out, this decreases investor confidence. On a more practical level, we can think about economic freedom. For example, how easy is it to register a business? How easy is it to hire somebody or fire somebody? If you can't fire somebody, for example, then it would be very difficult to hire somebody because you're not sure whether they perform well or not, and if they don't, then you're stuck with a long-term cost. Can you pay taxes easily? Is it simple to resolve a dispute when you go to the courts? Are they fair? Are they just? And are they efficient? So the World Bank Doing Business Index compiles information on how long it takes to register a business and what are some of the very costs involved. And I find this extremely interesting because it is often discounted and sometimes ignored when looking at the development of different countries. For example, in sub-Saharan Africa, registering a business takes 54% of per capita income. Now, if we consider Facebook, Mark Zuckerberg started Facebook in his dorm room. The per capita income of the United States is about $50,000. Most college students do not have $25,000 to start a business, and so if we had the same legal requirements to register a business as sub-Saharan Africa did, we almost certainly would not have Facebook. We probably would not have Google either. Additionally, it takes 93 hours to comply with state requirements to document exports and 107 hours to comply with state requirements to document imports. This reduces the level of trade, and this keeps Africa impoverished. Resolving disputes are also take more time, as well as require a larger percentage of the claim. So in Africa, if you have a dispute with an investor or somebody you're engaged in commercial interactions with, it takes nearly 2 years and 44% of the original claim, and most of these courts are hardly going to give you a fair outcome. Typically, the politically connected party will end up with a better than otherwise possible deal. And so we can think the traditional way to change these rules is on a national level. You have a government that passes a law that says, all right, we're going to use a new type of bankruptcy law, or instead we're going to have a new tax law. A special economic zone is a different way to change these rules. So rather than take the entire country and say, we're going to have a new set of rules on this entire country, it says, we're going to take an area of this country, and instead of imposing this new rule system on the entire country, we're going to test out and we're going to see how this new rule system works in a limited area. And so typically, a special economic zone is approached by saying, okay, a country has a total bundle of laws. Let's think about how we can improve these laws on the margin. So we can lower taxes, we can simplify business registration, we can expedite customs. These are some of the typical examples that special economic zones use in order to attract business and generate wealth. For a brief history of special economic zones, we can see the first one started in 1959 in Shannon, Ireland. And if Tom Bell is in the room, thank you for this graph. He's over there. And what happened was international flight was getting more efficient. So the airport in Shannon, Ireland was being passed over, and they needed a way to continue to have people stop and continue to have investments. There was slow growth until China created 4 special economic zones, including Shenzhen, in 1980, at which point the growth of special economic zones accelerated. So China's economic growth, which raised 700 million people out of poverty, is largely attributable to these special economic zones. They were unable to have these national level reforms, and so they were inspired by Hong Kong to create Shenzhen and 3 other special economic zones near Hong Kong to attract investment. Why special economic zones? So they're able to implement reforms that are politically infeasible on a national level. Sometimes there are special interest groups that can block otherwise beneficial reforms,
And special economic zones offer the ability to try these reforms out. They can also experiment. If you're unsure about what the outcome of a particular reform can be, you can do a test run in a special economic zone, and if it's successful, you can then bring it out to the rest of the country. There are several different types of special economic zones, and I'm going to skip through this slide because I'm running out of time a little bit. So Shenzhen is one of my favorite examples. It was founded in 1980. It had a population of 30,000 people. Now the population is 18 million. In the first year of its existence, China had a population of 1 billion people, and Shenzhen, a small fishing village, attracted more foreign direct investment than the rest of China combined. Now it's the manufacturing capital of the world. Dubai has 30 different special economic zones. So the Dubai International Financial Center was founded in 2004. It brought in common law because people realized, the Dubai government realized that Dubai is a new country. People aren't sure whether if they invest millions of dollars there, their contracts will be respected and they'll be able to recoup their investment. Within a 15-year period, because they brought in common law, Dubai became one of the top financial centers of the world. So to conclude, I'd like to go over what are some of the best practices of special economic zones. Special economic zones should have good linkages with the broader economy. Well, they can be islands, but they shouldn't be islands lacking commerce. The traditional model in the 50s and 60s was to build a small special economic zone that would only trade internationally and not relate to the broader economy. So it's very important that they are able to trade with the economy and bring in best practices and ensure that the rest of the local environment is benefiting. The regulatory framework is also extremely important. They need to have a regulatory framework that is good for attracting business, so there should be low taxes, and there should be businesses should be easy to register and easy to start. There should be dispute resolution that encourages investors to do business there, as well as adaptable. In case the business environment changes, they should be able to update to the new business environment for their regulatory framework. Lastly, it's important for them to be privately developed. The government often lacks the incentives to choose a proper location for special economic zones or to ensure that they are effective in attracting investment. However, the private sector, because it has a clear profit and loss mechanism, tends to be much more careful about choosing the right location and administering the zone because they want to provide a good service at a low price to stimulate the economic activity that's necessary to make the zone a success. Thank you. So thank you, Mark. Now we're going to hear from John Hawkins about the economic impact of the seastead on French Polynesia. John is the Director of Workforce Development and a Senior Consultant at MC. He specializes in workforce development, community economic development, labor market data analysis, and transportation and community planning. John has his degrees in civil engineering and regional planning, and he's a certified strategic workforce planner, and he's on the board of directors for the National Association of Workforce Development Professionals. So please join me in welcoming John Hawkins. Taller than some of the others. Thank you. Connect this here. So my name is John Hawkins. Like she said, I work with MZ, or Economic Modeling Specialists International. So we are an independent, objective consulting, data, and software firm in the United States. We're based in Moscow, Idaho, so the very northern part of Idaho State in the US. We've been around for 17 years doing economic modeling, research, data analysis, and consulting. We have about a staff of 125 employees, including economists, consultants, data scientists, software developers, customer service, so on and so forth.
To date, we've run more than 1,700 economic impact studies, a majority of those conducted in the United States. We've worked with about half of the community colleges in the US in one form or another. Predominantly working with community colleges, it's helping a local organization like a college or an agency better showcase the impact that they have on their local community. So they're very regionalized models. We also have over 500 customers in the US, the UK, and Canada using our data analytics tools. And we do data production so far in the US, the UK, Canada, Brazil, Australia, Germany, and France. We work with government organizations, economic development organizations, colleges and universities, like I mentioned, private sector, nonprofit, research institutions, corporations, basically top to bottom and left to right. We work with just about everybody. So I'm going to start to talk a little bit about input-output modeling, and I'm going to walk through very high level kind of what that involves. What we've done for this project is built an input-output model so that we can model the potential impacts of the project. So walk a little bit through input-output modeling. An input-output model is a way that we can numerically represent the flow of money through an economy, essentially. How are industries buying and selling connecting to one another? Jumping ahead a little bit here. Input-output models are built for specific purposes. Outside of just understanding how monies are flowing through an economy, specific uses of which would be how industries buy and sell to one another, what industries are bringing money into the region versus which industries are mainly keeping money circulating through the region, as well as what industries have the largest impact on a region. What happens if we remove an industry from a region, or what happens if we introduce a new industry into a region? How does that affect the region? So for this particular project, what we've done here, this is very technical, and I've taken about 15 or 16 pages of technical methodology and boiled it down into 3 bullet points for you, so I'm not going to drown you in data. But essentially what we've done is we've taken the data that we can get from French Polynesia, particularly from the TRE. I'm not going to try to pronounce the acronym. Using the TRE, what we've done is we've created a sales and use matrix. So again, using the data from French Polynesia, understanding how industries are buying and selling from one another, we've used that data to create the framework of a model that then provides us with the coefficients and the multipliers that are required within the input-output model structure. So what that allows us to do is now go in, now that we have a model that outlines numerically the structure of the economy of French Polynesia, particularly in Tahiti, now we can go in and we can shock the model. We can inject new jobs, we can inject new investment, we can inject new wages into the economy and see how that ripples through and affects different industry and different jobs. So I use the term multipliers. So for those of you that don't remember Econ 101, multipliers are the ripple effects. You often hear that, or how money is rippling through the economy. So what we're doing in this particular model is we're taking a look at 2 of the different types of multipliers that are that we can model out, both the direct and the indirect. So what this is doing is the direct multiplier effect, or the direct ripple effect, is the initial activity that's created in an economy based on an initial shock. So for example, if we take a look at a construction project like building a bunch of floating islands, there's going to be an initial investment of X number of dollars or X number of jobs into the economy, and within construction that's going to create more momentum, essentially. So you're going to see even more jobs and more spending happen in the construction sector because of this initial activity. It creates some momentum. Because of that momentum, the supply chain for construction now gets impacted. So that's your indirect effect. So as construction is ramping up, they're buying materials from local businesses. Those other secondary businesses could have to staff up. They have more spending. They have more profits, more income. So they're spending more. So you see these dollars start to cycle through the economy more and more and more.
So, taking a look at some of the preliminary results. So we've built the model. We actually just had a meeting with the economists this morning. We're going through the process of validating to make sure that we've set the correct foundation. We don't want to understate or overstate anything. We want it to be an accurate reflection of what's going on in the economy. So some preliminary results that we've received. We've created two different scenarios. The first one is a construction scenario, because there's going to be an initial investment that's going to be a big shock to the economy. So preliminary construction scenario, we're looking at currently 10 large platforms, 25 meters by 25 meters, at a cost of about $3.75 million US dollars, and 5 small platforms, 14 by 14, at a cost of $1.25 million US dollars. And also, for those of you on the bus tours and around, there's going to be a small land zone for some of the initial construction and a maker space and maybe some temporary residence while the islands are being built. So the land zone will also include some investment of about $3.25 million. So total investment for the initial shock to the construction industry and to the economy is about $47 million US dollars. This would include labor and materials. So the current estimated cost per usable square meter, some people like to think of it that way, is about $4,000 US dollars. So taking a look at using that economic injection of $47 million, we put that into the model under the construction industry, and the numbers that we get out after it goes through the direct and the indirect effects, we model how that ripples through the economy. We see about $100 to $150 million potential impact to the overall economy, and about 200 to 300 jobs being created because of that initial injection. We also ran an operation scenario. So after the project is built out, after the islands are built, people are going to move onto the islands, start working and living, and that's going to continue to have impacts on the local economy. So for the initial scenario, we're looking at about 150 to 250 jobs. These jobs would be in business services, accounting, legal, real estate, technical and scientific research, data analytics, software programming, financial activities, lots of high-tech, good money-producing jobs. But also there's going to be service-type jobs. There's going to be people working, keeping the systems in place, keeping the systems running, the wastewater systems, all the technology needs to be in place, as well as if there's restaurant or hotel type space, there's going to be accommodation and service type jobs created as well. So another component, in addition to these new jobs that we looked at, is a boutique hotel, and that's in quotes because it could be a hotel type scenario, it could be an experience, less of a hotel and more of an experience type situation, similar to when you travel to Antarctica and you're not staying in a hotel, you're staying in a tent in the freezing cold, but it's still an amazing experience and people want to do that. So for the initial scenario, we're looking at a $10 to $15 million sort of annual revenue in whatever this sort of hotel experience looks like. So taking those scenarios, again, running them through the models, we would anticipate anywhere from $75 million to $125 million in sales type activity generated in the economy, about 300 to 400 jobs created in total. And because now we're looking at services and some of those, the indirect effects, the supply chain effects, like I mentioned, there's going to be activities happening on the islands, but people from the floating island project are going to be buying goods and services from the Tahitians as well. And that's going to generate tax revenue for the Tahitians as those goods and services, because that'll be taxed as it's in Tahiti. So there's some tax revenue actually going to be generated as well, and we're looking at about 15 to 25 million in US dollars worth of tax revenue generated in Tahiti as a result of the project. We also, sort of outside of the scope of the project itself, but we wanted to quickly touch on just a couple of sort of tangential impacts that are going to be hard to put a dollar value on, but are important to the project itself. So positive media attention and increased internet usage. Just in the 6 months of the MOU being signed, there were 81 articles written about the project.
free articles, essentially, free press. There's a lot of media activity at this event as well, so this is going to be creating even more and more momentum. So most of them were favorable or fair. There were a few skeptical articles written as well. Those aren't the ones of focus here, but there's been a study completed that says for every 100 favorable impressions resulting from a media hit or somebody reading an ad and being inspired, that equates to tourism dollars. So for about every 100 favorable impressions, you see about $7,500 in US dollars in tourism spending in the country that that article was written about. So when we say favorable or unfavorable, that's relating to the project, not to Tahiti or to French Polynesia. Just want to clarify that as well. And the last kind of impact that we want to touch on is there's going to be a lot of research, financial business, a lot of technology, a lot of knowledge production, and that all kind of equates to high internet usage on the island. So in French Polynesia, internet can be expensive, and the way that we understand it being set up is economies of scale. The more that gets used, the cheaper it gets. So as people are using, uploading, and downloading large amounts of data, it can help drive down the internet cost for local residents as well. That's what I have. Some of us are shorter than John Hawkins. So we build a seastead, we have a sea zone, we have a lot of economic growth. What are we going to do for money? Our next speaker is going to tell us more about that. Next, we're going to have Robert Viglione to talk about blockchain finance and how it can disrupt the banking industry. Robert has some really innovative business ideas about how to bring banking to people who have been disenfranchised by traditional financial institutions. Robert is a co-founder and part of the core team launching Zencash.io and zClassic. He's also a co-founder and CEO of Secure Blockchain Systems LLC and the head of the US and Canada ambassadors for BlockPay. He is a PhD candidate in finance at the University of South Carolina, and his research interests include crypto finance, asset pricing, and innovation. He also teaches a class on Bitcoin and blockchain applications. Please welcome Robert Viglione. All right, hello. Let's see if, bonjour, quick tech check. Okay, perfect. So, hope this isn't blocking anything. All right, so I put the picture in the background here of where I work on a daily basis. This is the University of South Carolina, the International Business School. And you can see with all of the flags we have here in the background that our big focus is the research we do at the university is meant to be global, to have global impact. So that goes from the students that we bring into the school come from all over the world. Oh, yeah, okay, sorry guys. There we go. Yes. So anyway, this is just meant to say that what we do is global, and what I think we're doing with blockchain melds very well with the research that we do at the university and what we're doing here with seasteading. Okay, so here's me. This is the second part of my career. The first part, I was a military officer, and I was building weapon systems for the US government. So the second part of my career, I want to actually do something peaceful and create, and what we're doing here with seasteading is creating, I think, a very bright future for humanity. And I think what we're doing in the open source community is going to mesh very well with that. Okay, so here's me at the tail end of my previous career, and here's me in Afghanistan. I think doing what was the first Bitcoin transaction in Afghanistan in 2013, and I bought a good cigar with it. It was pretty good. It turned out to be very overvalued now with current Bitcoin prices. I spent a lot of money for that cigar, but. Okay, so I have a few slides here on blockchain and Bitcoin. Not very technical, but I figured it's very important to talk about the
what are we talking about? Blockchain is a word or a term that's being thrown around in a lot of different ways, and Bitcoin seems to be this really hot topic that some people love or hate, but I found that a lot of people don't quite understand what's, what the terms mean. So, actually, pardon me, I have a different sequence of slides on my laptop here. That's okay. So what I meant to say here before was just introducing myself a little bit. Sorry, terrible with this public speaking thing. So my research at the university, I think, is very important to what we're doing. So I'm into the crypto finance research right now. And I'm doing asset pricing, and I'm doing peer-to-peer economic systems. And everything we've been talking about in this last week is on decentralized systems that kind of grow from the ground up. And I think that's a very important concept. It's like an evolutionary approach to economics, and that's what we're doing in the Bitcoin blockchain community. So some projects that I'm working on I think are really cool. Well, I'm teaching a class at the university on this topic, which is a first thing for the university. It's actually fairly novel in the U.S. We have a few courses being taught at universities on the subject, and I'm a co-founder of Zen, which is a nice open source project doing what we think is going to bring the world together as well, and in kind of a complementary fashion to some of the other crypto projects. Okay, so that's my background. Let's dive into the actual blockchain stuff. Okay, so I'm interested in this because it's revolutionizing finance, and that's what I'm doing my PhD in right now. Now, Bitcoin is revolutionizing currency, so money, the concept of money, and that's a really big deal, but it's also has other effects across the industry spectrum. So the way people transmit money across borders, like the remittance industry, I think we're disrupting right now. We're going to disrupt even more. Settlement, asset settlement, we're disrupting. Trade finance, and venture funding. And this is a very interesting concept that we've been talking about for seasteading, because the way that organizations are raising capital is changing significantly. So there's some opportunities here to kind of dig into these markets. Now, Bitcoin was the world's first blockchain. I'll explain what a blockchain is in a moment, but when people talk about Bitcoin, really they think about digital money. So that's what we have here, and the core innovation of that is we're removing middlemen from transactions. In finance, when you think finance, you think Wall Street, you think major banks. These are very, very well capitalized and powerful middlemen. We've now found a way, technically, to remove them from transactions and bring money and finance to the peer-to-peer domain. Okay, so there are two types of blockchains that people are working on. There are the open source blockchains, like I work on, and then banks are also rushing into the space and creating their own private blockchains to do settlement and other things more efficiently. Both have their place. I think both are adding big value. And some of the value, actually, I can show you how rapidly the space is changing. I made this slide, I started coming up with the figures about 2 weeks ago, and at the time, the market capitalization for all of these assets was about $30 billion. I just checked before I came up here, and it was $64 billion. So it's more than doubled in about the last 2 to 3 weeks. So you can see how rapidly the space is growing. We've had over $1.5 billion in venture capital funding has gone to Bitcoin startup companies, right? Initial coin offerings, this is the peer-to-peer crowdfunding that's going on in the space, has raised about close to $250 million in 2016, and that's about half of total venture funding, period, in 2016, right? So this is becoming an increasingly more important part of the global financial system that I think people need to be aware of. So that's why I'm here. Now, the technology itself, really we're just talking about data structures. Okay, we're talking about a database, and we're distributing it across nodes around the world, right? So that's a very resilient thing. And from a computer science perspective, it's very interesting how they solve some technical challenges that existed pre-Bitcoin, and Bitcoin solved those challenges quite elegantly. Ultimately, though, we're just removing third parties from transactions. Okay, so you think distributed database, we can record things
Bitcoin records financial transactions on this distributed database, and it's removing banks from the entire process. So I think that's very important, especially if we're creating decentralized seasteads, decentralized societies, or we're trying to bring the world together. It's amazing to have a system where you don't have to rely on a third party to do transactions. Okay. Blockchains are what we call in computer science immutable. So once something gets onto the blockchain, it is very difficult to change it or remove it. Okay, so these systems are very resistant to censorship, and they are resistant to fraud. So some key characteristics that I think are extremely interesting in finance is that transactions become transparent, and anyone can go and look at this global ledger to verify that something has occurred. Okay, so from a public perspective, this is very interesting because now you can do things like have open and completely transparent, honest accounting systems, land title registrations, right? So resistant to people tampering with these chains. Okay, so in the open blockchain world, we're essentially Uberizing money and Uberizing finance. That's a really cool concept. We're going peer-to-peer around the world, and we're finally starting to do that in finance. The private chains do have a place, and that's why you'll see all the banks creating these consortiums like R3. They're just reducing costs by, their back office operations are becoming more efficient. Now, Bitcoin is a distributed peer-to-peer money. I figured it's pretty important to talk about this one. It's essentially creating a triple entry accounting system where every transaction is recorded in this public ledger, and it solves this double spending problem that we had prior to that with digital currencies, where if I send someone money, how do I prove to the world that I'm also not sending it to someone else? That's really the core of Bitcoin and cryptocurrencies. It does get a little bit more complex computer science-wise, but a cool thing is that nodes all over the world store full copies of the chain, so it's very secure system when you have a globally distributed collection of nodes storing data. Okay, now as an economist, what I find extremely interesting about cryptocurrencies is that it is an experiment in managing money that we don't have anywhere else in the world. So we have a full supply path for Bitcoin. This is the Bitcoin supply path. We know from today all the way up until 1,000 years from now or infinity, we know exactly what the Bitcoin supply is going to be. That's a very interesting thing as an economist, because if you're planning your financial future, or you're trying to forecast economic circumstances, you have exactly the supply path that will always exist. There's no ambiguity. The types of things like watching the Federal Reserve Board try to deliberate on tomorrow's interest rate or the money supply, those days are kind of behind us, at least in the cryptocurrency world. Okay, so finance itself is being disrupted in some other additionally interesting ways. So cryptocurrencies represent a new asset class. They're uncorrelated to stocks, bonds, real estate, commodities. So if you're a portfolio manager, you know that you want to have assets that are uncorrelated with each other in order to boost your return per unit risk. So that's what cryptocurrencies now offer the world, is a new asset class. There are a tremendous number of companies out there innovating, like Ripple is changing global bank settlements. BitShares is showing that we can actually do peer-to-peer asset exchange now. So we could remove major stock markets like the New York Stock Exchange or NASDAQ, or at least replicate some of their functions on the blockchain. Companies like BlockPay that I work with, or BitPay, they're actually removing banks for merchant services for payments. Other organizations like Zcash, Monero, Dash, or my organization Zen, Zclassic as well, are anonymizing digital transactions to provide more financial privacy. Ethereum is decentralizing contracts. So there's just a lot going on in the space. And then we have things like ICOs, these initial coin offerings or initial token offerings that are generating millions of dollars for startups around the world by going directly to these peer-to-peer crowdfunding markets. So just some examples. We have the DAO raised $160 million. That was actually kind of a disaster for those of you who know the news of the DAO. But other organizations like Ethereum, Waves,
and others are raising tens of millions of dollars for their startups in a decentralized fashion without going to venture capital. Okay, so the important stuff for us, or the good stuff, is how does this apply to seasteading? Well, I think that the open source software ethos, the community, is extremely symbiotic with seasteading. Okay, and that starts with our concept of radical inclusion. So that's how we do everything in open source software. We're completely inclusive to anyone in the world, and we try to foster innovation at an accelerating rate by having permissionless innovation. We generally subscribe to the concepts of voluntarism. Everything's participatory. Anyone's free to join or leave at their will. And you'll find that people in this space really care about social welfare. There are so many different social entrepreneurship projects that are going on right now where we're trying to make the world better. We're trying to do it through software, but I think that the real opportunities are in melding the software communities to those like seasteading that are building real platforms and making the world better. Okay, so my time's coming to an end shortly. I'll hurry this up. We're also experimenting with decentralized governance and software. Cryptocurrencies are ubiquitous. They don't recognize international borders. They could be used by anyone, anywhere. ICOs are a really important new way to raise capital I think we should be aware of. We can do things like property title registration or identity management on blockchains. These are also interesting concepts, I think, for seasteading. And then it just gives fundamentally access to global capital markets in ways that are not easily done through traditional finance mechanisms. Okay, but opportunities for French Polynesia, maybe even the most important aspect here is we have the opportunity to be early adopters of the technology. So it's something that is exploding rapidly around the world, especially in the US financial system. There's a lot of capital and a lot of very intelligent people innovating in this space. And I think it would be great to leverage that, human capital and effort here in French Polynesia. And seasteading is a great way to introduce that potentially. For me in academia, I would love to see educational partnerships. I teach this stuff, and I know other people are doing very innovative educational training programs with computer science, programming, teaching people blockchain, doing peer-to-peer fintech work. I think having a pipeline from academia to industry, especially global industry, could be a very important contribution that we could offer seasteading in French Polynesia. And just this technology has huge impact in the financial industry. So the fintech startup, seeing that we could potentially evolve here would be another attractive aspect of it. And just in general, I think that all of this could lead to a nice diversification of the local economy if we could actually get things started in this direction. So anyway, that's all I had. I'll leave you guys with some quotes. Peter Thiel. This was a really interesting one because Peter Thiel has been involved with the Seasteading Institute, and he has been quoted as saying, I do think Bitcoin is the first encrypted money that has the potential to do something like change the world. I completely agree. So it's great that we're starting this conversation and having it now here. Another one, Leon Luo, pardon my pronunciation, Nobel Peace Prize nominee. He said that every informed person needs to know about Bitcoin because it might be one of the world's most important developments. I completely agree with this, and I think that this is opening the gateway for us to really make the world more inclusive and bring people that have been previously disenfranchised from traditional banking and finance into the global fold. So that's what I have. All right. Now we're to our last speaker in this section, and we're going to hear from a man who puts the law back in law and economics. We're going to hear from Professor Tom W. Bell of Chapman University School of Law about the legal framework for the special economic sea zone. Tom is probably the world's leading expert on special economic zones, and he has a book coming out in Cambridge University Press on the subject. And he's been working with us at the Seasteading Institution on the legal framework for many, many years, and we are really, really lucky to have someone of his expertise handling this angle of the project. In addition to being a professor at the Chapman University School of Law, where Tom focuses on high-tech and intellectual property law,
He has also published papers on internet law, polycentric law, prediction markets, and the Third Amendment, which, for those of you who may not be so familiar with the American Constitution, that's about the quartering of soldiers, and as well as a book on copyright law. Tom is a true Renaissance man, and it's a pleasure to have him close out this segment. Welcome, Tom. Thank you, Susanna. Your Honor, bonjour and hello. Excusez-moi, mais j'ai un grenouille dans la gorge. Heureusement, il s'appelle Barry White, so ça c'est chouette. I'm just apologizing to our French friends that I have a frog in my throat. Oh, I got my hands full. So I'd like today, I need my slide. I'd like today to describe to you in an overview form the legislative framework that we are tasked to offer to the government. The Seasteading Institute signed an agreement, of course, with French Polynesia in January, and we need to do an environmental impact statement. You've heard some things about that. We need to do an economic impact statement. We have experts working on that, and I'm helping them to draft legislation. We are to propose legislation to the government. Happily, parce que c'est bien compliqué, very complicated. En effet, il y a deux pays. There's in fact two countries we have to deal with, and forward more. Oh, other way. Merci. And so I'm going to give you an overview of this legislative framework. Happily, I don't have to tackle this alone. We have many great people on our team, most notably Nicolas Germano. He's helped us. And also we have a French firm, GB2A, which is helping us with the French law. So let's talk a little bit about, well, I don't need to say a lot about this because my friend Mark Lutter described to you this graph. This is forthcoming in my book, Your Next Government. It's coming out in the fall from Cambridge University Press, and it will describe the revolution that is transforming governments from the bottom up and the inside out all across the world. So look for that book, please. The only other thing I'll say about this, because Mark already offered it to you, is it's actually very conservative. This is an underestimate of the number of special economic zones that have been created. There's actually many more on some accountings. Here's a graph that Mark didn't get to. This shows the percentage of countries that have SEZs. And the interesting thing here is you can see it is rapidly approaching 100%, 100%. It is slightly leveling off because it's an S-shaped curve. Basically, almost every country in the world has some kind of special economic zone, including French Polynesia, it turns out. In the law, we don't really like originality. Lawyers like to do everything just a little bit different, if not the same as before. And it turns out that French Polynesia has also been working in this area. I can thank our friend Mark Collins for introducing me to your Law de Pays, your laws for ships like the Paul Gauguin. And as Philippe Lemonnier described, foreign flagged ships sail effectively under the laws of the country that issued their flag. The Paul Gauguin is flagged by, I believe it's Bermuda, and it sails your waters, bringing economic growth and introducing your lovely country to tourists, really under the laws of another country, and seems to work very well. The labor laws that apply on board are from that country. It does not pay customs and duties. What they do pay is a head tax on each tourist on the ship. So French Polynesia is being paid, in effect, to host these people in your waters, but without all the laws of French Polynesia applying. So that's an interesting example. French Polynesia came up with this on their own, and it seems to be working really well. We've also seen some pictures like this from Mark Lutter. I'll go through these quickly. They're wonderful pictures that show the power of special economic zones to create economic growth. So this is Hong Kong over 34 years. They've seen a lot of economic growth there.
Over an even shorter time, Shenzhen, which is across the Pearl River Delta from Hong Kong, over 25 years. Mark gave us some wonderful descriptions of the economic growth there. And over an even shorter period of time, Dubai. There we go, Dubai, over 13 years. Now let me just take a moment here, since you've heard a lot about the economic growth that we hope to bring to your country, to assuage some concerns, which I understand. We've talked to some people from the Whenua who say, we don't want this in French Polynesia, that's too much. And I agree, I understand that, having visited your country now 2 times and swum in your waters and petted your stingrays and gotten a frog in my throat. I understand that, but the nice thing about the floating island project, from the point of view of people who are worried about too much economic growth too fast, is it gives you a way to control that. If the economic growth happens on a floating platform in a lagoon, it's not in your backyard, it's not on your land, it's somewhat removed, and that gives you more control. You don't have to let this happen. You can tailor it to what you want. It's like giving someone a very powerful engine, but you don't have to step on the gas. You'll have a steering wheel and a brake. So that's very nice for you. It lets you get exactly what you want. Let's also be clear, though, economic growth can be disruptive. But the things we've heard from you and the people in your communities are that you want some economic growth, of course, because your young people are leaving the country to pursue opportunities elsewhere. So you love your communities and your families, but they're being split apart by people who have to go abroad to find opportunities. This will give you a chance to let those children come home and develop your own economy. And yet, it doesn't have to look like a big city. You don't need that. You don't want that. You can have the beauty that you have protected, and yet bring some opportunities. There we go. Now, we've talked about some pretty simple economic zones. I want to just briefly point out that there are more advanced zones out there. This is an interesting example from Honduras. I've worked in Honduras with New Way and Mark Lutter. And I'll just say, if you're interested in how far special economic zones can go, take a look at this Honduran ZA program. I won't say much more now. It's in my book. And by the way, my book also discusses the adventures I've had here in French Polynesia. So you can read about yourselves there. This is the World Bank's Doing Business Index. They go around the world, they collect data, and they kind of issue a grade card to countries describing how well they're doing in allowing economic growth. It's a little faint here, but it turns out near the top there is Hong Kong. They are they're the 5th one down is Hong Kong. Mais où est la France? Where is France? It's very far down here, number 27. And we hope through this floating island project to help you do better than that. Because if you think about it, Hong Kong at number 4 is doing much better than China, which is actually not even on here. China's like at number 80. So as Hong Kong is to China, perhaps French Polynesia could be to France. And just between you and me, you could show France how to do it better. We'd love to help you do that. So let's describe in brief the sort of legislative framework that we plan to propose to the government. It's a 2-stage project. It begins on the land and then goes to sea. The first stage will be on the land. We call this the anchor zone because having a ship alone is not enough. You need an anchor because you need to stop sometimes. You need to moor. And our anchor zone will be very small, but it's a way to get started. We need a place to develop the technologies that we want to put in the lagoons. And this is quite conventional. Land-based zones are everywhere, and you have those, by the way, in French Polynesia too. There have been 3 resort complexes approved under a legislative framework you've already put in place. And basically, these development areas don't pay customs and duties on the materials they ship in to build their resorts. There's also an aquaculture project in Hoa, which is on the water in part. I don't think we have anything to teach French Polynesia. You figured this out on your own. We're just here to help you take it the next step.
Phase 2 will get us out on the water, where we really want to be. That's what seasteaders are all about. And that is where the real action will take place, not immediately in your backyard, but in, we hope, very attractive and lovely and environmentally sensitive floating islands. You might think of this a little bit like the traditional anchor, the tutau, which is used with the va'a. And that's the way the anchor zone will be related to the floating zone. This isn't really to scale, though. Really, in the real world, the anchor is a very small thing relative to the ship. And that, too, will be the case here in French Polynesia. The anchor zone on land will be very small. It's the first step. The real action, the growth, will happen offshore. And if it works, we can have more than one of these. As Mr. Pittman described, it is really the nature, I think, of Polynesians to adventure, to be on the oceans. And really, I'm just a lawyer and an academic, but even a lawyer and an academic can dream. And I'm so impressed with the history of the Polynesians that if they want to, I want to give them a chance. Everyone at the Seasteading Institute and Blue Frontiers wants to give them a chance to get back out there. We need to get the world's first and foremost explorers back out there, really taking over the world. And with these floating zones, we hope you'll be able to do that. So with that, I will, wrap up and say, there it is, Maruru, I'm trying to get to it. Maruru, merci, and thank you. Ok. Alors juste avant de reprendre notre session qui va être en français, on vous propose 5 minutes de pause. Vous pouvez rester à l'intérieur, pas de problème, ou vous pouvez aussi aller à l'extérieur. Sachez que c'est juste une toute petite pause que l'on fait. On a juste besoin de changer les petites choses sur les présentations. Voilà, so ladies and gentlemen, we're just going to, just before our French session, in a few minutes, I just would like to propose you just a little break, just to
OK. Parfait. Eh bien voilà. Si vous êtes encore debout, c'est pas normal. Allez, on complète les sièges. Et puis on va commencer notre session, la dernière partie de cet après-midi, avec 4 présentations, de toute façon, toutes les 4 très inspirantes. So, ladies and gentlemen, just invite you inside, please. Have a seat. And we are just going to start our second part of this afternoon and last one with 4 beautiful presentations, so inspiring presentation. And it will be in French for 3 on the fourth presentation. Yeah. Installez-vous. White nose. It works, huh? It's like the baby, like for the baby, it's the same things. Easy. Okay. Oosh, forget my paper. Attends. I don't know about that. I'm not an engineer. Anyway, alors, cet après-midi, cette deuxième partie, nous allons accueillir un ingénieur en économie. Il est spécialisé dans la structuration et le développement de la filière, des différentes filières du secteur primaire et secondaire, notamment dans les pays en voie de développement. Et après de multiples expériences dans le monde entier, il s'engage désormais dans un combat pour faire reconnaître la nécessité de créer un grand programme international de l'homme dans l'eau, au même titre qu'il en existe notamment pour l'espace. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le fondateur de Human Underwater Society. Il va vous en dire plus sur l'avenir de l'humanité sous la mer, Monsieur Olivier
Archambault. Bien, merci à tous. D'abord, merci à l'équipe de Blue Frontier de nous avoir offert une tribune et puis le seasteading qui l'accompagne. À Marc Collins pour la qualité de ses mises en relation. À Gérard Sioux et Francis Valla pour leur soutien encourageant et leur confiance. C'est grâce à eux si ce projet se trouve maintenant au sein d'une dynamique qui est plus générale et qu'ils conduisent depuis longtemps au service de tous leurs membres d'ailleurs. Jacques Rougerie pour avoir été source de temps d'inspiration, qui va continuer. Et je tiens à remercier aussi tout spécialement Toré Acola, qui nous accompagne d'ATN, qui nous accompagne depuis la première heure pour sa constance, la force qu'il nous transmet, et sa vision pour la Polynésie, qui est si lucide et empreinte de beaucoup de discernement. Donc, je vais commencer par vous dire ce que c'est que Human Underwater Society, US. C'est une initiative polynésienne. Nous sommes des Polynésiens de cœur, d'abord et avant tout. Nous sommes animés d'une volonté de contribuer au développement de l'économie du territoire, très attachés à l'idée de doter le Fénois des atouts et des outils qui permettront d'affronter l'avenir solidement armés, parce que je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Notre motivation, eh bien, nous la puisons dans notre vie quotidienne, dans le bonheur que nous avons de ressentir les valeurs humaines que vous avez vous-même ressenties ici depuis que vous êtes présents. Donc, nous sommes... je ne sais pas si la présentation peut commencer. Sinon, pour avancer, nous sommes un collectif d'ingénieurs, de scientifiques, d'architectes. Donc, l'idée est née en Polynésie. Et nous avons commencé par déployer un réseau à travers le monde, donc d'architectes, de designers, de chefs de projet, d'enseignants. Il y a des entrepreneurs également, et puis dont certains sont dans la salle. On a Stéphane, parce qu'il y a plusieurs Stéphane, notre secrétaire ingénieur qualité, notre coordinateur, Étienne, notre directeur architecture qui est ici, et puis on va remercier Céline, le collectif Lucid Dream, Geoffrey Guéry, le commandant de la base navale, et un remerciement spécial à Jacques Janoyer qui nous a doté d'images superbes, et Tim McKenna qui nous a fait l'honneur de nous prêter des images magnifiques également avec lui. Donc nous sommes tous convaincus que seule une initiative indépendante, parce que pour l'instant il n'existe pas d'initiative de ce type-là, et donc c'est pour ça qu'on le fait, pour relancer une dynamique d'intérêt sur les thématiques de l'homme dans l'eau, qui ne sont plus financées vraiment par personne, il n'y a plus de cadre particulier. Autant la biologie est financée, la protection de l'environnement est financée, tout ce qui concerne l'exploitation des ressources trouve des financements, mais pour l'homme, bizarrement, il n'existe aucun organisme qui lui consacre des recherches à l'échelle des enjeux qui y sont rattachés. Et il existe des projets isolés, mais il n'y a pas de cadre pour les recevoir, et donc c'est difficile de créer des synergies autour de ça. Donc, alors, juste un petit peu avant, si on peut juste revenir sur l'image précédente. Voilà, donc on est né de l'esprit des lagons, c'est un petit peu présomptueux, mais ça vient bien de là. Est-ce qu'on peut faire avancer? Voilà. Donc, Human, eh bien, c'est notre point d'entrée pour faire comprendre un petit peu mieux ce à quoi on s'attaque. C'est bien la physiologie, notamment, de l'humain. Underwater, eh bien, c'est notre catalyseur pour une contrainte expérimentale, on dirait. Et la société, c'est notre point de sortie. Si ça a l'air de fonctionner, on va voir. Non, ça ne marche pas. Voilà, donc, en attendant que ça fonctionne, donc je vais vous dire deux mots sur peut-être le constat. Pourquoi aujourd'hui une idée qui était dans les années 50 et 70, puisque depuis Cousteau-Gagnant, les premières recherches sur l'homme sur la mer et les équipements sous-marins, ça n'a pas évolué. Les institutions, notamment françaises, ont arrêté de travailler sur la question depuis les années 70. L'analyse qu'on en fait, c'est que des seuils technologiques à l'époque n'étaient pas dépassés. C'est vrai que les contraintes étaient très importantes, puisqu'il y a beaucoup de facteurs limitants à dépasser. Et à l'époque, il y avait des moteurs économiques qui finançaient cette recherche, notamment en air liquide, notamment les industries pétrolières, et qui ont fini par dévoyer leurs fonds vers la robotique, qui est devenue moins accidenteuse, enfin, qui avait une efficacité plus prégnante pour eux. Et donc, c'est devenu progressivement de la science-fiction, parce que aussi le milieu est anxiogène
pour beaucoup d'imaginer pouvoir aller au-delà de ce qu'on arrive déjà à faire dans l'accès à la vie sous-marine. Donc, je vois que ça déroule tout seul. On va pouvoir passer, on en a déjà parlé. Excusez-moi. Merci. Donc le collectif, je ne vais pas y revenir sur ce qu'on fait. On a organisé un réseau, des workshops et des prix de design d'ingénierie pour essayer justement de recréer progressivement, pas à pas, une dynamique d'intérêt sur tous ces enjeux. Un slide qui est très imbuvable, mais simplement pour vous mettre en avant tous les enjeux pour la médecine. Il faut savoir que, par exemple, dans des chambres hyperbariques, dont on a compris l'utilité grâce à l'étude de l'homme sous l'eau, eh bien, on soigne plus de 13, il y a plus de 13 pathologies qui sont soignées. Et il y a des perspectives pour l'augmentation de l'effort, pour certains cancers, pour le traitement de certains cancers, puisqu'on s'est aperçu que l'hydrogène sous pression et l'oxygène sous pression avaient des actions anti-radicaux libres. Il y a des actions également puisqu'il y a des liens, on va dire, entre la physiologie de l'hyperbarie et les dispositifs immunitaires, enfin les immunothérapies. Voilà, je vais passer assez vite dessus. Donc nous proposons un cadre de travail qui est global et des cadres opérationnels synergiques parce que nous avons l'intention de faire avancer les choses. Et pour faire avancer les choses, de notre point de vue, il faut déjà un cadre thématique et une stratégie opérationnelle pour valoriser les technologies développées. Il ne s'agit pas de faire de la recherche ex nihilo, il s'agit déjà d'aller chercher les technologies existantes et les mariniser en quelque sorte. Il faut une vision stratégique pour élargir la base de marché, parce que tant qu'il n'y a pas de marché, tant que le marché est confiné à la plongée loisir de quelques passionnés ou à l'industrie militaire, puisqu'il n'y a que les militaires qui travaillent véritablement sur la question aujourd'hui, il faut trouver des relais de croissance. Il faut une approche économique et sociale de structuration de filières pour pouvoir impliquer d'autres acteurs et créer véritablement toutes les ressources qui permettront d'emmener les technologies jusqu'au marché. Et puis un secteur, et puis une communication, et c'est toute la légitimité, on va dire, que la Polynésie s'approprie ces thématiques, puisqu'une communication qui fait résonner la thématique est le pays qui l'incarne, puisqu'aujourd'hui, ces technologies ne sont plus incarnées par personne, et il semble légitime pour la Polynésie, dont l'histoire, puisque l'accident de désaturation a été découvert ici à travers les plongeurs de perles, le Taravana, et il semble légitime que ce soit la Polynésie qui s'en empare, de mon point de vue. Nous nous intéressons, pour vous dire un petit peu notre premier scope d'approche, on s'intéresse aux matériaux, aux microsystèmes et aux procédés, parce que c'est plus facile de les transférer ici. Il s'agira ici de ne pas de les assembler, de les tester, et d'essayer de fixer de la propriété industrielle localement. Il s'agira d'identifier les briques technologiques interopérables qui nous permettront d'avancer vite dans le développement de ces technologies. Donc notre focus se concentre autour de l'autonomie individuelle de l'homme sous l'eau, c'est-à-dire son intégrité physique, ses capacités de perception et d'interaction avec le milieu, et sa mobilité, qui sont finalement, si vous regardez bien, les facteurs limitants de l'accès à l'eau. C'est pour ça que ça vous rend anxiogène, le milieu. C'est parce que vous avez du mal à respirer. C'est parce que, comme moi maintenant, c'est parce que vous percevez mal votre environnement, vous avez des difficultés à vous mouvoir, et sa mobilité. Donc je vais faire plus vite. C'est pour vous expliquer quelles sont les retombées et quels sont les catalyseurs possibles. Vous expliquer que comme la lumière, on va dire, ce sont des choses, c'est juste un catalyseur qui permet de renvoyer les technologies qui nous sont amenées de la médecine et d'autres thématiques. Pour d'autres secteurs. Pour ce qui concerne, on comprend très bien d'ailleurs ce prisme d'accès à la connaissance pour l'espace, où l'homme est au centre, on va dire, des problématiques de physiologie, d'environnement et d'ingénierie. Et on ne comprend pas pour la vie sous-marine. Et pourtant, on est bien dans le même contexte, c'est-à-dire qu'on a un environnement. En plus, notre environnement sous-marin, il est homéostasique, c'est-à-dire que c'est plus crédible d'envisager d'avancer dans cette voie plutôt que d'avancer dans l'espace. On a un plan d'action particulier pour soutenir et accompagner les technologies.
pour créer des espaces d'émulation et pour sensibiliser tous les publics aux enjeux avec une vision long terme dont une a été avancée par Pascal. En termes de marché, en fait, on s'attaque, nous, puisqu'il ne s'agit pas de prendre toutes les problématiques en même temps, au premier mètre, parce que de toute manière, pour aller plus profond, il faut traverser les premiers mètres, et les premiers relais de croissance concernent l'activité de l'homme et le matériel qui concernent les premiers mètres de l'eau, donc qui nous permettent d'ailleurs qui nous permettront de trouver des relais de croissance pour des utilisations dans les baignoires, dans les centres aquatiques, puisque notre premier axe, ça sera bien d'essayer de trouver celle-ci n'y est pas, mais enfin, ce sont les centres aquatiques qui vont être les premiers visés. Dans quel contexte eux se place? Donc, eux se place dans un contexte économique de branche, l'économie bleue, donc, dans lequel une coordination est nécessaire et valorisante, et qui est incarnée par le cluster maritime. On se place dans un contexte culturel et social, qui est incarné par, ici, localement, les enseignements du passé, les énergies du présent, qui sont incarnées par les watersports, qui sont très développés, et les enjeux d'avenir, que tous les projets polynésiens dont on a entendu parler, ici, auxquels ces projets polynésiens font écho et donnent un sens. Donc il y a également une thématique portée par son tourisme. Je suis désolé que ça ne sorte pas comme il faudrait, mais qui est portée par son tourisme. Et donc, il est crédible aujourd'hui d'envisager d'enrichir l'image de la Polynésie d'une thématique particulière qui désaisonnalisera un petit peu son accès et lui permettra de véritablement scaler. Quelques images pour simplement vous inspirer. On parle d'activités sous-marines, on parle d'apprentissage sous-marin et puis de loisirs. Ça vous parlera aussi un petit peu. Il y a quelque part un petit peu de retour aux sources sur le fond. Et les watersports sont impliqués. On a fait une image, c'est assez drôle, on a fait une image qui est très mauvaise, j'en suis désolé, mais ça fait 7 ans qu'on a fait cette image-là, on s'est amusé sous l'eau à faire tout un tas d'images. Celle-ci est assez parlante dans le contexte dans lequel vous venez nous rencontrer, c'est assez drôle. Alors, on avait une petite vidéo, mais qu'on va passer parce qu'on ne va pas avoir le temps. Donc, le projet, la première étape du projet ici, pratique, c'est de créer un centre dédié, un centre d'émulation qui va rayonner autour d'un centre, d'une cité de la science, un centre de divertissement avec des animations, un centre de sensibilisation qui sera transparent pour la population, justement pour pouvoir intégrer un petit peu toute la population, puisque c'était un petit peu ce qui manquait dans la plupart des projets, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment pourquoi on s'oriente sur telle et telle voie, et là l'idée c'est d'avoir une adhésion globale. Et puis d'autres éléments qui sont ici. Je vais passer plus vite parce qu'on me demande de faire plus vite. Quelles complémentarités? On m'a demandé de réfléchir sur des complémentarités qui pouvaient voir le jour entre le projet seasteading et celui qu'on met en avant. Elles sont plus verticales, je l'ai mis en dessous parce que forcément nous on s'occupe de la partie qui est en dessous. Alors il y a des synergies possibles d'implantation, des synergies sur le développement de certaines technologies et des effets d'échelle peut-être à trouver. Enfin, ça sera à discuter. On est en train d'imaginer ce qu'il est possible ou non de faire. Donc la cité, pour ceux qui veulent savoir un petit peu, je serai à leur disposition plus tard, mais l'idée c'est de mettre en avant les sciences qui sont dédiées aux activités sous-marines à travers 6 univers qui vont des loisirs aquatiques, des activités de population insulaire à travers des animations interactives, des espaces d'exposition particuliers, et notamment des salles d'exposition, des tours d'observation qui ont été conçus par notre architecte, qui sont des tours d'observation sous-marine qui permettront de sensibiliser les gens, et ça sera un espace d'exposition également pour vendre la technologie des sociétés qui le souhaiteront, notamment on va mettre ici bien évidemment en démonstration les activités ici de culture de perles, les activités peut-être d'aquaculture pléno, pour que les gens s'aperçoivent in situ de ce que ça peut être. On mettra en avant ce que c'est qu'un drone, ce que c'est un ROV, ce que c'est qu'un petit sous-marin, et puis des expériences d'habitat sous-marin, aquabulles, j'espère, un jour. On a des accords également avec le 9e continent, qui a créé un laboratoire sous-marin sur lequel il y a qui va nous mettre à disposition pour que nos scientifiques puissent travailler et
et utiliser ces moyens dans un contexte sous-marin et qui mettront en place là. C'est quelque chose qui a été créé pour travailler sur les câbles Internet de grande profondeur. Il y aura une tour d'observation qui sera réservée à ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'expérience, avec un restaurant. On connaît bien le capitaine Blight ici. Il s'agit d'être un petit peu dans le même esprit. Ça a toujours été très agréable d'aller là-bas. Voilà une vue, on va dire, qui est un petit peu différente de celle que vous avez eu l'occasion de voir jusqu'à présent, qui matérialise un petit peu plus l'image que je vous porte. Et je dirais aujourd'hui, donc je vais finir en vous lisant juste une conclusion. La technologie aujourd'hui, pour moi, repousse les limites de ce que nous pouvons faire, alors que l'on s'attaque même à l'immortalité, avec des sociétés comme Caltech, sans scrupules particuliers. C'est à chacun de nous de s'impliquer dans ces choix, je crois, car notre responsabilité dans les années qui vont venir sera d'avoir du discernement pour orienter le développement de nos technologies pour le bien-être collectif. Pour ce qui nous préoccupe, nous considérons qu'il est urgent maintenant de créer un nouveau point de départ, car cette approche est déterminante. Elle constitue le chaînon manquant de l'entreprise scientifique générale. C'est assez aberrant qu'on n'avance pas un peu plus loin pour en connaître un peu plus sur la relation entre l'homme et l'eau, l'homme et son milieu, et finalement entre l'eau et la vie. Voilà, je vous remercie. Merci. pour votre attention. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour cette belle présentation. On enchaîne avec un... Alors moi, j'aime beaucoup à le définir comme ça. À chaque fois, c'est ce que je fais auprès des gens qui ne le connaissent pas. Il considère qu'il existe 4 civilisations. Celle des terriens, celle des marins, celle des spatiens, c'est-à-dire que dans quelques années, probablement dans l'espace. Et lui, il appartient, et on pense d'ailleurs que les Polynésiens aussi, appartient à la 4e civilisation, celle des mériens. Il est un homme de passion, passionné par la mer depuis de nombreuses années, et bien évidemment par son métier, l'architecture. Et il n'est pas qu'un homme de théorie, puisqu'il va vivre aussi ses explorations sous-marines. Il a testé ses créations et a vécu de nombreuses reprises dans des habitats sous-marins, participant notamment à des records mondiaux, celui de rester plus de 70 jours sous la mer. Mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir mon ami Jacques Rougerie. Habiter la mer. Bonjour à tous. Je suis extrêmement, je tiens à vous le dire, honoré et heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui, et je tiens particulièrement à remercier Seasteading pour cette journée, pour ces journées plus exactement, qui nous ont ouvert un nouveau horizon sur les villes flottantes. Merci aussi à Mark Collins, et je tiens tout particulièrement à remercier les Polynésiens pour leur accueil que je retrouve toujours aussi chaleureux à chaque fois que j'ai le plaisir de revenir en Polynésie. Mais comme vous le savez, et un certain nombre d'orateurs à travers ces conférences nous l'ont montré, la philosophie, la culture et le mode de vie du peuple polynésien est intimement lié au monde des océans. Pour moi, comme vient de le dire Serge, pour moi, les Polynésiens, c'est le peuple des mériens. Ce ne sont pas des marins. Ils vont au-delà de la mer, du dessus. Ils vont dans cet univers entre l'espace, le ciel, le regard vers les étoiles, le regard vers le monde sous-marin. C'est pourquoi j'aimerais partager avec eux de tout cœur et avec vous tous cette conviction que j'ai depuis toujours, c'est de l'océan. C'est de l'océan et des galaxies que naîtra le destin des civilisations à venir. N'oubliez jamais, le peuple polynésien le sait mieux que nous.
Nous sommes issus d'une galaxie et de l'océan. Ah, très belle photo. Bravo, notre ami architecte. Vraiment une très belle intégration dont on va parler. Alors, si l'on observe, on l'a vu tout à l'heure à travers une photo, si l'on observe de l'espace de nuit, la densité lumineuse des littoraux planétaires, on constate la pression démographique que subit le littoral planétaire. En 2050, c'est demain. On estime à près de 75% les êtres humains qui vivront près du littoral. Alors, imaginez quelle sera la pression de l'aménagement urbain que va subir le littoral et les îles de notre terre. En plus, soyons lucides, l'homme a bouleversé la nature durablement. Non seulement l'accélération des changements climatiques, dont on a parlé largement ces jours-ci, mais tellement d'autres bouleversements. Et bien, malgré ce constat, faut-il être pessimiste, alarmiste? Non, je vous engage à rester optimiste. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Pour préserver et continuer à bâtir ce futur pour nos enfants, les Polynésiens, là aussi, nous montrent le chemin. Il est donc urgent et primordial de modifier nos comportements en développant de nouveaux paradigmes d'aménagement du littoral planétaire et de gestion des océans. L'océan est au cœur du système vie de notre vaisseau Terre. La Terre, c'est un vaisseau spatial à travers les galaxies. Cet avenir environnemental de l'aménagement des littoraux, des îles et des villes flottantes en pleine mer est en train de se dessiner sûrement, mais réellement. Depuis une vingtaine d'années, d'ailleurs un peu plus même, certains architectes, ingénieurs, à travers le monde, ont projeté des villes sur la mer, flottant. Et il est important de dire que pour ces villes flottantes, il faut avoir un autre regard pour les architectes, un autre comportement. Il faut que les architectes, mes cousins les terriens, prennent conscience que la façon d'aborder cette architecture, en aucun cas, ne peut s'aborder de la même façon que quand on construit sur Terre. C'est une autre philosophie, un autre mode de vie. On ne peut pas construire sur la mer, il ne faut pas refaire les erreurs des années 60, 70, où on a vu à travers le monde une planification architecturale. Les îles flottantes sont une réalité pour demain et un bien commun pour l'humanité. Les îles flottantes, suivant les zones géographiques, devront être toutes différentes. Le génie humain permet de créer ces îles flottantes différentes suivant les lieux géographiques, les cultures. Donc j'engage mes collègues architectes, mes amis architectes, mes cousins à prendre conscience de ça. C'est un cadre de vie spécifique, c'est un mode de vie extrêmement spécifique et différent de la Terre. Regardez ce qu'on nous a dit, comment vivre sur ces pirogues, comment ils vivent les Polynésiens sur ces îles qu'ils appellent les îles flottantes. Ils ne vivent pas de la même façon que sur nos continents. Alors, oui, donc depuis un certain nombre d'années, donc avec toute une équipe pluridisciplinaire, nous menons des recherches à partir des travaux de Léonard de Vinci. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'observer la nature? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de s'inspirer du génie de la nature pour que le génie humain puisse créer le futur de demain?
Donc, j'ai eu la chance d'avoir toute une équipe dans les années 70, où dès le départ des années 70, on a fait un certain nombre de recherches sur le biomimétisme, comme on peut le voir à travers les travaux de Léonard de Vinci. Et donc, dès le départ, dans les années 70, nous avons proposé une architecture mobile qu'on voit ici. L'informatique n'existait pas, c'était une question de bon sens, d'observation de la nature. Et regardez cette araignée qui nous a inspirés pour nos premiers travaux. Premiers travaux, je vous disais, dans les années 70, en réalité, le premier projet que j'ai fait, le voici, c'était en 72. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Et déjà à l'époque, je rêvais de ce futur sous la mer, sur la mer et sous la mer. Et j'ai donc voué toute ma vie, vraiment toute ma vie, à cet engagement. J'ai donc dessiné ce premier projet qui est une ville flottante, mobile, bionique, dans sa forme lenticulaire, à énergie positive dès l'époque, puisqu'on avait des panneaux solaires de 500 mètres de diamètre, d'une capacité de 15 000 personnes. C'est une université de la mer avec une banque mondiale des données marines. Mais quand on parle de la surface, il faut parler du monde sous-marin. Donc l'année d'après, on a mené avec le Centre d'architecture de la mer et de l'espace que j'ai eu la chance de diriger. Et donc avec toute cette équipe, on a imaginé un village au large des îles Vierges, à moins 35 mètres de profondeur, pour 250 personnes. Là aussi, basé sur la bionique. Et puis on a essayé d'aller plus loin. C'était les abysses, 1974-1975. J'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer beaucoup de gens merveilleux. Donc Jacques Picard, qui est l'homme qui a été au plus profond des océans. Et avec lui, avec Sylvia Hall, dont on a parlé tout à l'heure, Cécile nous a parlé, avec ces deux êtres hors du commun, nous avons imaginé, regardez toujours, le génie de la nature, comment on peut s'inspirer pour faire un engin de recherche à grande profondeur jusqu'à 4500 mètres de profondeur. Il n'y avait pas, on ne se servait pas de l'informatique à cette époque en ce qui concerne l'architecture. Tout cela peut vous sembler de simples rêves d'architecte non réalisables. Eh bien, détrompez-vous. Une grande partie de mes projets, sans prétention, en toute humilité, ont déjà été réalisés. Car je suis, comme mon ami architecte un peu plus loin, et comme beaucoup d'architectes, je suis un rêveur pragmatique, qui va au bout de ses rêves, comme Archambault, qui nous a présenté un projet que je trouve extrêmement intéressant et fort utile, et qui s'implante très bien ici. Alors, on ne peut pas bâtir ce futur des plateformes. Enfin, on pourrait, mais je vous engage, quand vous voulez faire des cités flottantes, je vous engage à avoir une relation forte avec le monde sous-marin. C'est pourquoi, dès que nous avons imaginé, dès les années 80, 70, 80, ces villes flottantes, avec d'autres à travers le monde, bien entendu, tout de suite, on a fait des recherches sur les habitats sous-marins. Et par exemple, ici, c'est ma première réalisation d'habitat sous la mer que nous avons expérimenté dès 1977 et qui se trouve au Japon. Avec sa coque blonde en acier, vous voyez, cet habitat est pour 4 plongeurs qui vivent en saturation sur de courtes durées. Ce qu'on appelle des courtes durées, c'est ne dépassant pas une semaine, 10 jours, donc sous la mer. C'est déjà pas mal, croyez-moi. Donc Galatée a été pensé là aussi dès les années 77 pour avoir un minimum d'impact sur l'environnement. Comment ? Tout simplement en observant une fois de plus la nature, le Ludion, positionné entre deux eaux. Les technologies, à l'époque, déjà nous le permettaient. Alors, offrir à l'homme... Ah ben non, pardon, oui, excusez-moi, je me trompe de page. Voilà, donc lors de l'un de mes voyages
en Polynésie en 1976, après avoir été à l'île de Pâques avec la Calypso. Donc j'ai eu l'honneur, la chance de dessiner pour Marlo Brando, donc une maison flottante à Tetiaora avec une vision sous-marine, là aussi vous voyez basée sur le biomimétisme. Et ce biomimétisme, c'était une physalie, donc avec des parties sous-marines. Et aujourd'hui, pourquoi pas, j'aimerais proposer, toujours pour Tetiaora, les technologies ont évolué, la réalité des maisons sous-marines existe, donc des éco-habitats sous-marins, touristiques, pour vivre 24 heures sur 24 sur quelques jours, par moins 4 mètres seulement de profondeur. Il n'y a pas besoin d'aller très profond pour voir de belles choses, en osmose avec la galaxie du corail du lagon de Tetiaora. Alors après ces expériences de Galatée, de cette maison sous-marine que nous avons faite dans fin des années 70, nous avons, avec toute cette équipe d'ingénieurs, d'architectes, de jeunes à l'époque passionnés, médecins, construit et expérimenté plusieurs habitats sous la mer. Tout ça pour aboutir, vous allez le voir après, aux villes flottantes. Alors, on a fait un certain nombre de laboratoires, comme ici, Aquabulle, qu'on immergeait toujours entre deux eaux, comme un ludion, permettant à 3 personnes de vivre quelques heures, quelques moments de privilèges, de sécurité, aussi bien pour l'observation de la faune et de la flore que pour l'archéologie sous-marine. On a fait un certain nombre d'aquabulles qui se trouvent à travers le monde. Jusqu'à ce jour, on expérimente, notamment au Mexique, 2 de ces aquabulles. Alors, après, parallèlement, deux façons de traiter l'habitat subaquatique. Soit c'est sédentaire, comme on vient de le voir avec aquabulle galatée, c'est-à-dire en position fixe entre deux eaux, ou soit mobile. Il faut créer des habitats mobiles pour le futur, pour aller explorer, comprendre les grands courants océaniques. Dès les années 96, avec Guy Delage et Daniel Jouvence, nous avons construit donc Océan Observer et nous avons dérivé par moins 6 mètres de profondeur dans l'océan Indien, justement à la découverte de cette biodiversité. Et puis, continuons toujours ces recherches, cette dynamique de comprendre le monde sous-marin. On a fait Aqualab, que je n'ai pas. Bon, c'est pas grave. Donc, Aqualab, c'est une maison sous-marine que nous avons fait avec la COMEX, avec Bernard Gardet, physiologiste, dans laquelle nous avons vécu plusieurs jours durant. Et c'est un laboratoire pour 2 personnes que nous avons expérimenté au large de Marseille, par moins 12 mètres de profondeur. Et nous avons fait cette expérience 20 ans, exactement, quasiment, jour pour jour, après la première maison. C'était un très beau symbole pour moi, après la première maison sous-marine du commandant Cousteau, Diogène, précontinent 1. Alors, à travers le monde, bien entendu, le premier qui a imaginé, qui a construit ces maisons sous-marines, c'est le commandant Cousteau. Mais à travers le monde, il a existé 56 habitats sous-marins qui ont été expérimentés. Comme vous le savez peut-être, le monde de l'espace et le monde sous-marin est intimement liés. La conquête du monde sous-marin doit passer par la conquête de l'espace et la conquête de l'espace doit passer par la conquête sous-marine. Que ce soit les Russes à la Cité des Étoiles ou la NASA, ils le savent très bien puisque tous les ans, un certain nombre d'expériences se font sous la mer, dans des habitats sous-marins, comme vous voyez ici. Et moi, j'ai eu cette chance et cet honneur, là aussi, fantastique, de participer à un certain nombre d'expériences, notamment avec Jean-Loup Chrétien, qui est l'astronaute, et avec Volodya Titov, que l'on voit aussi sur cette photo, en bas, à droite. Et donc, avec Volodya Titov, c'est le premier homme qui a vécu 1 an dans l'espace,
nous devions tous les deux vivre 1 an sous la mer. Malheureusement, on n'a pas pu faire ce programme, mais par contre, on a fait le programme de la NASA, de Raik Presley, qu'on voit sous l'eau, entre Volodya Titov et moi-même. Et avec Raik, on a passé 71 jours sous la mer en 1992 aux États-Unis. Vivre sous la mer, contrairement peut-être à ce que certains pensent, c'est des moments inoubliables, enfin, c'est des moments extraordinaires. Moi, j'ai eu cette chance de faire 13 expériences dans des habitats sous la mer, dont le record du monde, il y a quelques années, qui a été battu depuis peu. Et je peux vous dire que c'est vraiment vivre et imaginez un instant vous endormir sous la mer, de vous réveiller, de déjeuner, de travailler dans ces maisons. Et puis surtout, la magie, c'est de pouvoir sortir quand vous voulez, puisqu'elles sont pressurisées. Quand vous voulez, vous sortez directement dans ce monde sous-marin qui est en 3 dimensions et vous visitez votre jardin, votre galaxie du corail autour de votre maison. Alors, toutes ces expériences, vous imaginez bien, singulières et fabuleuses, ont nourri et développé mon imaginaire, ma créativité et ma vision des villes flottantes pour mieux, justement, intégrer ces quartiers de vie sous-marines aux îles flottantes, indispensable d'intégrer ces quartiers de vie sous la mer. Mais quel a été le moteur initial ? Depuis toujours, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, je voulais que l'on me dessine ce monde sous-marin. Alors, j'ai eu une chance inouïe, comme Francis Valla, celle d'aller à bord de la Calypso, de mener plusieurs missions. Et là, Cousteau me dessina ce monde sous-marin. C'est dans cet esprit que j'ai dessiné et construit depuis 1979 des vaisseaux semi-submersibles quand vous ne pouvez pas plonger, pour vous permettre à ceux qui ne plongent pas d'aller voir justement ce qui se passe sous la mer. Nous en avons construit 25, il y en a eu un d'ailleurs sur l'île de Moorea. Et on continue sur d'autres projets en ce moment, comme ce voilier solaire. Vous avez dû voir Planète Solar qui est passé par ici, qui est un voilier solaire qui a fait le tour du monde. C'est une aventure extraordinaire, comme Bertrand Piccard avec son avion solaire. Eh bien, on poursuit ces études pour vous offrir des voiliers solaires comme ce projet. Alors, j'aimerais tant vous parler de toutes ces aventures, mais il y en a une qui me tient particulièrement à cœur et qui est le début d'une nouvelle aventure que nous allons mener. J'avais un rêve que j'ai réalisé, c'était celui de suivre la migration des baleines en plein milieu de l'océan, mais pas du dessus de la mer. Je voulais suivre la migration des baleines sous la mer. Donc c'est pour ça que j'ai construit ce trimaran qui a cette particularité d'avoir cette coque centrale complètement transparente sur 22 mètres de long. Et pendant 7 ans, pas d'affilée, mais pendant 7 ans où j'ai le bonheur de garder ce trimaran, eh bien, j'ai pu faire ces expéditions pour aller à la rencontre des cétacés, des tortulutes et d'autres espèces. C'est d'ailleurs pendant l'une de ces traversées que j'ai eu l'idée et que j'ai soumis à Jacques Picard et à Henri Germain Delos, qui était le patron de la Comex, ce rêve un peu fou qui me tient toujours à cœur, et Francis le sait ô combien, si orbitaire. Si orbitaire est un peu ma pirogue. C'est un peu ma pirogue, c'est mon île à moi, c'est mon jardin, mais que je voudrais partager avec vous tous. C'est pour ça que j'aimerais, 1000 excuses. Voilà, c'est orbitaire. Donc, ma pirogue, vous allez voir le film qui va bien vous décrire un petit peu de quoi il s'agit. Ce projet que nous menons depuis un certain temps, peut-être que ça va déclencher, pas du tout. On passe après, ça ne déclenche pas. Imagine a silvery ship
drifting with the currents at the very heart of the ocean. At the dawn of the third millennium, Sea Orbiter announces a unique expedition into the oceanic world and a new impetus for the conquest of our blue planet. Its mission: explore the ocean, still widely unknown, in order to better understand its mechanism and educate our societies regarding its critical role for the planet. Thanks to its slow drifting pace and its vast autonomy, it will allow long-term stays for a large family of explorers, continuous day and night observation of the seemingly endless wealth of marine life forms, permanent and easy access to the undersea world, allowing perfect symbiosis with the aquatic universe. All these features make Sea Orbiter the first nomadic international oceanic station wandering amidst the mightiest of gardens. The ocean. A true sentinel, arising above the main oceanic streams, it will host a permanent scientific laboratory and a unique educative communication platform, which will allow the planetary radiance of its exploratory adventure. On board this ship, and for the very first time ever, a crew of 18 will be able, and over very long periods, to live under the sea 24 hours a day, with ability to deploy a number of exploration devices which will expand Sea Orbiter's capacity to investigate further the abyss, a world of the unknown. Equipped with multiple sensors and linked with satellites, it will allow the reinforcement of scientific knowledge about the oceanic impact on the atmosphere and the planet's climate change. All tests carried out at Marintech, Europe's largest simulation laboratory, located in Norway, proved successful. The greatest storms could not affect Sea Orbiter's stability nor hinder its operations. Bearing the spirit of adventure which lives on in humanity, Sea Orbiter has been conceived to set up a new relationship between man and the ocean and develop a large education plan in order to help the future generations to better face the challenges of tomorrow. Because it is from the ocean that will be born the destiny of civilizations to come. Voilà, donc, merci. Bon, alors bien sûr, Sea Orbiter a été conçu pour comprendre les grands enjeux de demain que représentent les océans, explorer au plus profond des océans, puisque c'est une ruche d'où partiront des abeilles, butiner la connaissance de ce monde océanique, mais surtout pour les offrir et ouvrir les jeunes générations à ces grands enjeux, leur transmettre la passion des océans, la passion polynésienne pour les océans. Si nous voulons poursuivre l'exploration justement du monde sous-marin et celle de l'espace, il est indispensable, absolument indispensable, d'associer notre civilisation à ces deux grandes aventures humaines. Il est capital que nous entrions dans une logique de continuum et de transmission des valeurs et des actes. Il est donc primordial d'alerter, d'éveiller, d'éduquer et de transmettre aux plus jeunes les valeurs de la Blue Society. Voilà pourquoi Sea Orbiter a été conçu. Alors, il faut préparer ce chemin initiatique face aux océans, et pour cela, nous avons travaillé sur des classes de mer à Portuccio, en Corse et aux Zambiers, à la Fondation Ricard, avec la Fondation Ricard, et nous avons fait une petite île flottante de classes de mer pour amener les enfants dans cette connaissance de la découverte des grands enjeux que représentent les océans. À travers, alors, cette découverte, on les amène à travers les sens, l'amusement et le jeu. Mais, toujours pareil, ne pouvons pas toujours, le grand public, accéder au monde sous-marin. Donc il existe à travers le monde, et nous avons eu la chance, dans mon agence, j'ai une agence d'architecture avec des architectes, des ingénieurs. Nous avons eu la chance donc de faire un certain nombre de concours internationaux
sur des centres de la mer, des musées de la mer à grande échelle. Et en ce moment, nous sommes en train de réaliser le plus grand musée européen de la mer à Boulogne-sur-Mer. Nous avons réalisé aussi Océanopolis et puis le musée de la mer à Kobe au Japon. Nous sommes sur plusieurs projets, toujours dans cette volonté d'apporter au grand public cette connaissance du monde sous la mer. Un autre projet qui a été lancé par l'UNESCO de centre de la mer, mais plus précisément sur un musée d'archéologie sous la mer à Alexandrie. Nous sommes donc les lauréats de ce concours international. Nous avons conçu justement ce parcours muséographique et scénographique pour que le public puisse pénétrer sous la mer, aller voir, par moins 6 mètres de profondeur, en toute sécurité, comme vous allez le voir sur le film, les vestiges du palais de Cléopâtre et des galères royales, enfin le port des galères royales englouties. Hop, ça y est. C'est parti. Peut-être, peut-être pas. The voyage begins on the same banks where the most remarkable monuments of antiquity once stood. A voyage which will take us from the coasts of modern Egypt down to the heart of an underwater world where remains of ancient civilizations still lie sleeping. Here we are aboard a vast concourse, suspended over the water, protected by a huge canopy playing in the sea breezes. At the very heart of this immense balcony opening onto the bay, a large dome reflects light from the sun's course, enshrining a marvelous history book filled with living hieroglyphs. On the floor below, leading off the museum's first exhibition halls, an underwater tunnel, like a gate through time, leads the visitor explorer into the heart of the bay. This slow-motion journey, embellished by statues in their showcases of light and water, opens onto a huge aquatic patio flooded with sunlight, in whose sparkling reflections are presented an incredible collection of the statues and remains found in the bays of Alexandria and Abu Qir. These moving testimonies are enhanced by scenery, perfectly blending the beauty and the magic of this underwater world. The magic continues outside this underwater temple where archaeologists and students painstakingly carry out their endless and passionate investigations in water thick with mystery before the visitor's very eyes. There is still so much to be discovered of the antique lighthouse, Cleopatra's palace, the royal ships. Who knows what treasures and surprises are still hidden in the Bay of Alexandria? And what sort of discoveries still await the underwater explorers of tomorrow? Symbol of this new alliance that men have drawn up with their past on the banks of the Mediterranean Sea, the Underwater Archaeological Museum of Alexandria is dedicated to the Renaissance of Alexander's city. It is slowly regaining some of its antique sheen,
shedding light for modern man on some of its priceless treasures. Voilà. En tout cas, je pense que mon ami Clément Girand, donc architecte aussi, ne me contredira pas si je sais qu'il est d'accord avec moi. Il n'y a pas en architecture, vous savez, de petits ou de grands projets. C'est une question de cœur, de motivation, de passion. L'architecture, c'est la passion avant tout. Un l'ami. Et donc, voilà, je tenais à vous présenter à nouveau ce projet que Serge Plat vous a présenté il y a 2 jours, qui me tient à cœur. Voilà un petit projet, c'est pas péjoratif, mais un projet qui m'a vraiment touché par rapport à sa thématique, celle de créer un symbole fort pour un écomusée sur la biodiversité marine, Faranatura, que j'ai mené avec une équipe d'architectes d'ailleurs ici, Le Cube et Tricard de Tahiti. Alors comment on s'y est pris d'une façon simple souvent. C'est ce que je disais tout à l'heure, attention aux pastiches, attention à des architectures terrestres en mer. Là, donc, il ne fallait pas faire d'architecture marine, mais une thématique liée à quelque chose de fort, c'est-à-dire ancestrale de la Polynésie, mais pas les contenir dans cette tradition. On vous l'a dit, enfin ils vous l'ont dit, pardon, je n'ai pas cette prétention, ils vous l'ont dit, ils sont tournés vers l'avenir. Ils sont vraiment tournés vers l'avenir. Et bien c'était d'offrir avec eux une architecture qui fait cette transition entre le passé, ce respect, et ce respect aussi pour l'avenir, résolument tourné vers l'avenir. Je ne sais pas si on y est arrivé, mais voilà le résultat. Alors, je vais vous parler de petits et de grands projets. Vous voyez, je n'arrête pas, je continue. Je vous ai dit, je vis ma vie à ça. Ce n'est pas toujours facile, vous savez, de vivre avec moi. Je ne vais pas vous faire de confidences. Mais vous l'avez compris. Donc, pour moi, il est important d'imaginer des projets pour les 50 prochaines années. Je reste en cela fidèle à l'esprit de Jules Verne qui disait « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes sont capables de le réaliser ». Donc j'illustrerai cette phrase par cette cité flottante plus de 40 ans après, la première que vous avez vue. Donc c'est l'UNESCO qui m'a demandé de réfléchir sur ces grands enjeux de demain et donc de proposer une ville symbole internationale dérivant mobile à travers les océans, d'une capacité, c'est une université des océans, comme je vous disais, d'une capacité de 15 000 personnes, chercheurs, étudiants. Pour vous donner une échelle, c'est 900 mètres de long, 500 mètres de large. Cette ville, évidemment, se doit d'avoir une charte très stricte sur l'environnement et elle est complètement autonome à énergie positive. Alors, on va plus loin. En ce moment, on travaille sur un autre projet. Les abysses s'ouvrent au futur, à l'humanité. Il faut y aller avant qu'on détruise tout. Donc il faut aller voir, il faut amener, moi je suis pour amener le grand public, voir un peu ce qui se passe, de belles choses et de mauvaises choses, pour qu'ils comprennent et qu'ils prennent des décisions, que les décideurs décident. Mais il faut qu'ils aillent sur le terrain. Donc amener au plus grand, dans les plaines abyssales, les failles, les plaines, les dorsales abyssales par 5000 mètres de profondeur. La technologie, aujourd'hui, le permet. Les coûts financiers, c'est un autre débat, et j'en sais quelque chose, mais la technologie nous le permet. Donc, ce n'est pas de la science-fiction. Nous sommes aux prémices des expéditions touristiques dans l'espace. De grands projets sont en train de se développer, dont on ne parle pas tant que ça, mais sont en train de se faire, et justement, du monde sous-marin aussi. Mais aussi, comme vous l'avez vu ces jours-ci, des villes flottantes avec des quartiers, je répète, des quartiers de vie sous la mer. On n'est plus dans la science-fiction. Alors, notre agence d'architecture dessine, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous présenter tous les projets, juste un ou deux.
de grands projets d'architecture de villes sur la mer, donc à travers le monde. Là, on a conçu ce projet pour Dubaï, c'est City in the Ocean, pardon. C'est un complexe hôtelier subaquatique avec ses chambres d'hôtel et ses restaurants sous-marins autour d'un lagon semi-artificiel. La coque des 3 tours que vous voyez jaillir, telles des coquillages du monde sous-marin, capte l'énergie solaire. Leur forme est lancée sur, pour vous donner une échelle, 320 mètres de haut, mais c'est pour l'accélération de la brise et du vent, pour une optimisation de la climatisation. Bien entendu que ce projet, en aucun cas, ne peut se transposer sur la Polynésie française. Ça va de soi, vous l'avez compris. Donc il est hors de question, pour moi en tout cas, de vous proposer un tel projet pour ici. Mais certaines technologies peuvent découler et se servir de certaines technologies, notamment sur les énergies renouvelables venant de la mer. Alors, on travaille sur un autre projet aussi en ce moment, toujours à Dubaï pour The World, sur un ensemble d'un village touristique où chaque maison, comme vous le voyez, chaque maison, c'est un ensemble de maisons flottantes, indépendantes, à énergie positive, avec une vision évidemment sous-marine. Mais vous avez vu, plein de projets se font à travers le monde, ce qui est une très très bonne chose. Mais parmi les projets d'extension de villes sur la mer que nous avons étudiés, la plus emblématique est l'urbanisation en mer à Monaco. Nous avons eu la chance d'être sélectionnés par le prince Albert pour participer parmi les 5 architectes retenus à cette étude de créer une ville exemplaire sur le développement durable, une ville sur la mer. Donc on a créé 2 grandes digues, comme vous pouvez voir, 2 grandes digues devant Monaco, de 1 km chacune, et au cœur de cette digue, il y a une sorte de Venise des temps modernes, avec un opéra qui est vraiment le symbole du renouveau de Monaco. Pour vous donner une échelle de ces digues de 1 km, elles sont sur des pieux de 10 mètres de diamètre par 80 mètres de fond. Et donc justement, on a profité de ces énormes pieux pour créer des capteurs d'énergie et mettre entre ces piles des hydroliennes, entre autres. Donc ces digues, sur ces digues, se positionne un vaste programme polyvalent, une gare maritime, pour vous donner l'échelle de la gare maritime qui est en bas, donc à droite. Elle fait 400 mètres de long pour recevoir entre autres le Queen Mary avec vous voyez, sa toiture solaire pour être toujours à énergie positive. Mais il y a aussi une université de la mer que le prince a prévue, des logements, des bureaux, des hôtels, des commerces et bien entendu des marinas. Alors maintenant, venons-en à 2 minutes. Oh là, il faut que j'aille vite. Alors, on va aller vite. Donc, dans le cadre de la problématique de la montée du niveau des océans, nous aimerions proposer à seasteading et aux Polynésiens juste une réflexion. Nous avons mené une réflexion depuis un certain temps, depuis cette passion que nous avons de la Polynésie, et j'aimerais échanger. C'est des prémices d'un échange de réflexion pour cette problématique qui va toucher aussi la Polynésie française, mais qui va toucher la Polynésie en général, puisqu'on estime, je ne suis pas scientifique, mais d'après les scientifiques, à 30%, pardon, non, là j'exagère, à 30% de la disparition des atolls. Donc il est important de se pencher avec les jeunes Polynésiens, les ingénieurs, les architectes polynésiens, sur ce vrai débat, amener des solutions pour l'ensemble des îles, que ce soit même les Maldives, l'océan Indien ou d'autres îles qui sont directement concernées. Donc voilà, donc on a une réflexion. Cette réflexion en ce qui concerne la Polynésie, nous partons, c'est une évidence pour nous, de toute la culture polynésienne,
de toute l'histoire. Le tissage de cette architecture ne doit pas être, comme je disais tout à l'heure, classique. C'est vraiment, si vous voulez faire en Polynésie, je vous engage des villes flottantes, il faut qu'elles soient inscrites dans une architecture polynésienne, mais contemporaine, résolument contemporaine, qui soit un exemple pour le monde, qui soit donc unique, avec les dernières innovations, donc, et avec surtout, je le rappelle, avec un mode spécifique. On ne vit pas, moi j'ai la chance, ça fait en septembre de cette année, ça va faire 40 ans que je vis sur ma pirogue, une grande pirogue, mais je vis sur une pirogue, voilà, depuis 40 ans. Je peux vous dire que je n'ai pas la même vie, la même façon de me comporter, et je ne peux plus me passer de cette pirogue. Sauf de temps en temps pour venir vous voir et être ici à l'hôtel pour vous expliquer donc ces grands enjeux. Alors, voilà. Donc, attention, ne prenez pas ça au premier degré, c'est simplement pour une discussion entre nous, avec seasteading, avec tous les gens, tous les architectes, tous les ingénieurs qui voudront bien, vous montrer qu'on peut... Ce matin, j'ai beaucoup aimé cette jeune fille qui parlait de beauté. C'est très important, la beauté de la nature, s'inspirer de la nature, des traditions, c'est absolument compatible avec le futur. Donc voilà, je vous propose une réflexion pour ceux qui voudront, qu'on échange, soit sur Internet. Vous voyez, toute une symbolique dans ce que les Polynésiens, j'espère, retrouveront, entre ce que je vous ai montré tout à l'heure, le lézard, les tortues, et puis une architecture donc au centre. Voilà, tout le village polynésien avec la place traditionnelle du forum traditionnel des Polynésiens où ils se retrouvent. Toutes ces structures sont modulables. Il y a une vingtaine de modules différents, puisqu'on doit, si on pouvait réaliser une telle ville flottante, ça se ferait sur plusieurs années. En phasage, ce serait pour 2500 à 5000 personnes polynésiennes et plongeurs venus du monde entier. Mais surtout, ce qu'on a voulu aussi, mais ça a été dit, ce qui est important, c'est l'ensoleillement sur les coraux, sur la faune et la flore sous-marine. Donc la forme participe énormément à cette qualité d'ensoleillement qu'on puisse conserver. C'est aussi, à travers ces structures flottantes, créer des jardins botaniques, des jardins potagers, donc une vie, une aquaculture. Cette ville flottante de peuple peut-être, pourrait être la ville flottante des peuples de l'océan et être un exemple pour les futures constructions de villes sur la mer. Alors, je voudrais justement en dernier, parce qu'il me reste, voilà, juste rapidement. Voilà, avec Cécile, alors on a eu un coup de cœur extraordinaire. J'ai la chance d'avoir un fils. J'ai quand même pris le temps de faire un fils qui est très jeune, qui est assez jeune. Et alors Cécile lui a fait ce cadeau. Et vous savez comment j'ai appelé mon fils ? Ça ne pouvait pas être autrement, marin mérien. Et donc Cécile l'a amené plonger avec ce dauphin à Montréal. Et je pense que c'est ces jeunes. Il fait partie de la tribu des Mériens. Le peuple polynésien sont, comme je vous le disais au début, pour moi, le peuple des Mériens. Ce sont eux qui vont engager notre planète vers la Blue Society durablement pour l'avenir de l'humanité. Et pour terminer rapidement, je n'aurai pas le temps de vous présenter les travaux, mais en conclusion, je suis persuadé que cette aventure de cette architecture des villes flottantes existe aujourd'hui. Il faut, c'est donc ma conviction profonde, il faut avec seasteading au niveau mondial leur donner plus d'ampleur et de souffle pour que les jeunes architectes ingénieurs travaillent sur ces grands enjeux de demain, sur de nouveaux paradigmes. C'est dans cet esprit donc que j'ai créé cette fondation Jacques Rougerie Génération Espace Mer,
à l'Institut de France et j'ai l'immense honneur que mon président est le prince Albert II de Monaco. L'une des missions de la Fondation est de découvrir, à travers différents concours internationaux que nous menons d'architecture, les nouveaux Jules Verne, Gustave Eiffel, Ferdinand de Lesseps, Frank Lloyd Wright, et leur donner la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. La Fondation décerne donc chaque année 3 prix. Les jeunes architectes peuvent s'inscrire. Et donc 3 prix, le prix de l'espace, le prix de la mer et surtout le prix de la problématique de la montée du niveau des océans que nous décernons avec l'UNESCO. Et on organise bien entendu des conférences internationales sur ces grands thèmes que nous venons de développer ces jours-ci. Pour vous donner l'ampleur, cette fondation est jeune, elle a 6 ans. Nous avons à ce jour plus de 5000 candidatures venues de plus de 100 pays. Et nous avons des projets extrêmement concrets. C'est pourquoi, quand on voit, je ne vais pas vous les présenter, j'ai dépassé mon temps, je crois qu'il faut, enfin c'est pas je crois, il faut faire confiance aux jeunes. Ce sont eux qui nous montrent le chemin vers l'océan, vers l'espace. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Jacques, pour cette belle présentation. J'enchaîne de suite avec un autre homme qui a dédié une grande partie de sa vie à la mer. C'est un armateur. Et d'ailleurs, grâce à son expérience, il va mettre en interaction les différents acteurs et professionnels de la mer en créant les clusters maritimes, le cluster maritime français. Il est aussi le président d'honneur et cofondateur du cluster maritime de Polynésie française, que tu présides, Gérard. Et aujourd'hui, il est le président du réseau européen des clusters maritimes. Donc, dans une logique, il va vous présenter île flottante à Tahiti. Pour quel avenir? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Francis Valla. Mes amis, well, the first sentence will be in English and then I go ahead in French. Yes, I lean on your understanding, our American friends. I am coming with Jacques from 20,000 kilometers from Paris to meet our Polynesian friends. So you have a translation and I have to pay tribute to this Tahiti, which we love so much. So I will go ahead in French. And commencer par dire que c'est très difficile de succéder à la poésie incarnée, au rêveur pratique, qui est Jacques Rougerie. Je vais essayer de le faire, mais évidemment, je vais être beaucoup moins glamour. Oui, j'ai été armateur pendant 30 ans. Je m'occupe aujourd'hui, j'ai 3 préoccupations. L'une est celle du sauvetage des réfugiés en Méditerranée. J'ai dit que je ne me déplaçais nulle part dans le monde sans en dire un mot, ce drame absolu. La deuxième chose, c'est une organisation qui s'appelle 7e Continent, qui lutte contre le plastique dans les océans. Et la troisième, tout en continuant tous ces liens avec francophones de la France et de tous les territoires d'outre-mer, je regarde Gérard parce que c'est un grand bonheur de travailler ensemble, c'est effectivement d'animer le réseau des 18 clusters maritimes européens. Et je crois que c'est à ce titre, je ne suis pas très sûr, mais que j'ai été invité au titre de cette expérience en tout cas. Et je voudrais vraiment vous remercier, Seasteading et la Polynésie, de m'avoir invité ici. Comme le disait Jacques, c'est vraiment, c'est pas la première fois que je viens, je suis venu assez souvent. C'est toujours un bonheur extraordinaire de goûter l'hospitalité polynésienne. Donc merci de m'avoir invité ici, à ce mélange de American Show et de chaleur polynésienne. Cette expérience est absolument passionnante
Et elle devait être passionnante, car de toute façon, l'association Seasteading Tahiti fait souffler un esprit nouveau, voire révolutionnaire, autour de son projet d'île flottante, avec de vrais atouts. À l'origine du projet, donc l'Institut Seasteading, indépendant politiquement, sauf si je n'ai pas réussi to pierce the veil, mais indépendant politiquement, voulant promouvoir l'humanité sur les océans, celle des mériens. Je comptais saluer, mais je ne vais pas le faire plus que ça, Jacques Rougerie, qui est l'inventeur du concept des mériens par opposition aux terriens, et un institut décidé à faire appel à une très grande diversité d'expertise avec un grand esprit d'ouverture. Et cet institut rejoint une ambition aussi grande que légitime, celle que la Polynésie puisse être une référence dans le monde et pour l'avenir, une vitrine du développement durable, ce que Tevaro Fritsch nous a dit en ouverture, un témoignage de l'excellence polynésienne, et j'y reviendrai un petit peu, d'une excellence française. Il y a aussi de très bonnes raisons pour le choix de Tahiti, elles ont été toutes dites plus ou moins. On a parlé, l'état de droit, un état stable, avec, ce qui est assez remarquable ici, un statut souple, qui offrant juridiquement des opportunités particulières et nombreuses pour n'importe quelle organisation, l'existence d'infrastructures, d'une économie déjà diversifiée, d'une grande diversité professionnelle, des liaisons aériennes et maritimes, un haut débit, je pense au projet, il y a d'autres projets en Polynésie, H24, des eaux peu profondes, un climat favorable, pas de cyclone, et puis la possibilité éventuelle de coordonner avec d'autres projets. Je ne savais pas que Olivier passerait cet après-midi juste avant nous, mais j'avais inscrit avant effectivement ce projet de Human Underwater Society, Blue Society, Underwater Society, etc. Résolument tourné vers l'avenir, le projet seasteading semble donc bien mériter l'attention à la fois exceptionnelle et vigilante, bien sûr, qu'il suscite. Aussi par les questions qu'il pose. Alors ce n'est pas la question des îles flottantes en général. Il y en aura des îles flottantes. C'est sûr, il y en a déjà d'ailleurs, mais il y en aura plus et plus grandes dans l'avenir. Et nous, c'est le cluster maritime Polynésie française, le cluster maritime français, entre autres, et d'autres clusters d'outre-mer, nous parlons déjà beaucoup à ce sujet, nous échangeons. De même, la question ne se pose pas de la gestion des espaces maritimes. Il faudra que vous y passiez en Polynésie comme ailleurs. Mais il y a d'autres questions. Pourquoi le projet, avec toute sa philosophie de seasteading, sur une île flottante? Et pourquoi cette île flottante, ici, dans le lagon polynésien? Les arguments pour sont indéniables, et l'honnêteté, la simple honnêteté, exige de les reconnaître. L'environnement, le défi de l'environnement, il s'agit de trouver une solution donc, face à cette problématique de montée des eaux. Jacques a rappelé le chiffre trouvé par le CNRS, et cité par Tevaro Fritsch aussi, 30% des îles polynésiennes menacées. C'est l'opportunité, c'est Marc Collins qui nous le disait aussi le premier jour, que la Polynésie soit une sorte de phare du pacte du Polynesians Against Climate Threats. Donc c'est une motivation très importante. Il s'agit aussi de stimuler pratiquement les recherches sur l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Tout ça a été très dit, donc je vais passer très rapidement. À l'évidence de n'avoir aucun impact sur l'environnement lagonaire, en espérant que Tevaro Fritsch a raison, il nous a parlé même d'améliorer certains écosystèmes endommagés. Il s'agit aussi de se reposer sur la recherche architecturale, comme on vient de le voir, avec, hopefully, le souci majeur de se fondre dans le paysage polynésien, en tout cas de lui correspondre, et donc de le respecter totalement, c'est ce que j'appellerais l'écologie à la fois esthétique et historique, de respecter les traditions et le passé des Polynésiens. J'ai bien aimé l'autre jour, quand le représentant Hawaï, ça m'a été rapporté, j'étais pas là juste à ce moment-là, a dit que le passé, pour les Polynésiens, le passé est devant nous. J'ai bien aimé cette phrase. D'où, inutile de vous le dire maintenant, d'illustrer pourquoi les organisateurs ont bien eu raison de faire à l'expertise de Jacques Rougerie, qui est à la fois un homme de vision et un passionné, un connaisseur des cultures, en particulier lorsqu'elles sont mériennes.
Les autres atouts, on en a parlé autour de ces 2 jours, l'innovation, bien sûr, les innovations technologiques, les énergies, les rejets, les objets flottants, la fixation des plateformes, la validation et le déploiement de technologies existantes, hein, par exemple les constructions modulaires. J'avais prévu un petit couplet, mais ça n'est plus la peine. Et bien entendu, tout ça avec les transferts de technologies correspondant sur le territoire. Et si ça marche, si la Polynésie devient ce phare, la promotion de la destination, et pas simplement pour Tahiti d'ailleurs, aussi pour le reste de la Polynésie. L'autre atout, c'est la stimulation de l'économie locale, la valeur ajoutée pour Tahiti, le tourisme, mais aussi les brevets, le potentiel d'activité pour les entreprises locales, ce qui est une condition évidente et qui est d'ailleurs souligné dans l'accord qui a été souligné entre le gouvernement et seasteading, devra avoir un impact significatif sur l'économie locale. La stimulation des réseaux entrepreneuriaux, des échanges internationaux, investisseurs, entrepreneurs, sommités diverses. Je cite toujours l'accord, accueillir de nombreux projets d'entreprise et de recherche, peut-être même arriver à une pépinière d'entreprise avec toutes ses conséquences positives, dont l'emploi, le maintien, voire l'arrivée des diplômés sur le territoire. L'aspect pédagogique, éducation, toutes les formations nécessaires pour le projet lui-même, sensibilisation aux problématiques induites. Je dois dire que sur ce plan, j'ai été un peu rassuré, si on pouvait avoir de l'inquiétude, par ce que nous ont dit cet après-midi John Hawkins et Robert Viglione, si j'ai bien noté le nom. Tout ceci à la condition, naturellement, que le projet ne nuise pas aux autres priorités polynésiennes, aux autres priorités ici, que je ne connais pas, ça serait bien immodeste de ma part, mais qui existent forcément. Cela dit, ce serait tout aussi malhonnête, une grave erreur de sous-estimer les objections. C'est ce que Tevaro Fritsch a appelé l'autre jour la montée des interrogations. C'était son expression, je crois. La première, on le sait tous, c'est l'acceptabilité sociale. Alors il y a non seulement la possible, ou en tout cas compréhensible, opposition des riverains et des résidents, mais aussi celle des amoureux de la Polynésie éternelle. Tevaro Fritsch disait, c'est la plus sensible et la plus importante interrogation, c'est bien cette adhésion de la population polynésienne par une action adaptée et continue. J'ai bien aimé l'image de Tua ce matin. La population polynésienne, c'est l'équipage de Tahiti, de la population de Tahiti. Il y en a qui saluent personne ici, au premier rang. Puis il y a les questions politiques, éthiques, idéologiques. Que serait vraiment une zone économique et politique autonome? Une question qui se combine avec celle de la philosophie, qui serait celle sous-tendant le concept. Pour moi, je vous l'avoue, mais je crois que ce n'est pas très grave, parce que ce qui se passe à bord de la plateforme flottante regarde ceux qui y habiteront, à partir du moment où elle n'est pas totalement fermée vis-à-vis de l'extérieur, où elle accepte de faire partie d'un environnement. Je n'ai pas très bien compris le concept. Selon les informations qu'on peut trouver, qui nous ont été données depuis 2 jours, soit une pépinière de geeks tournée vers la mer, soit une ville nouvelle utopique, façon phalanstère du XIXe siècle, de Victor Considérant ou de Charles Fourier. On verra bien. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est qu'un fort degré d'autonomie, pour ne pas dire d'indépendance ou de souveraineté, tel qu'il a pu transparaître, pose évidemment la question des pouvoirs régaliens et de gestion de la cité à tout point de vue, y compris pénal. Quel rapport et lien avec le gouvernement local? Manifestement, l'esprit libérien, dont est porteur d'ailleurs, qui est le souffle de la Fondation Seasteading, est présent. Alors la question, c'est de savoir comment il s'appliquera, où sera le curseur. Et puis toujours cette question, pourquoi une île flottante pour ça? Est-ce que ça ne pouvait pas être aussi bien sur une île pas flottante, ou même à terre? Et d'ailleurs, j'ai parcouru un peu le livre de Joe, qui doit parler avec moi. Je pense que l'idéal pour lui, la cohérence absolue, c'est effectivement ce à quoi seasteading avait pensé au départ, c'est-à-dire une île en haute mer. Mais évidemment, ça pose un tas de problèmes. Autre exigence, au niveau du montage économique, il faudra évidemment éclaircir l'identité, la motivation des acteurs. Par exemple, seasteading est évidemment libre de faire ce qu'il veut à l'international pour amener les nouvelles compétences, même si, à mon avis, mais il en est déjà d'accord, ils en ont témoigné à plusieurs reprises, il doit respecter certains devoirs vis-à-vis de la communauté polynésienne, s'appuyer sur le savoir-faire d'abord et le potentiel des acteurs locaux. Mais à mon avis,
je ne peux pas ne pas le dire, sinon il ne fallait pas m'inviter, il doit aussi tenir compte, avec la Polynésie elle-même et l'aide du gouvernement local, du fait que la Polynésie fait partie d'une communauté qui est une communauté française. Et il faudra donc, à mon sens, que le gouvernement de la Polynésie veille aussi à l'implication d'entreprises françaises, de métropoles ou des autres outre-mer, lorsqu'elles auront la capacité à répondre à des problématiques posées ici, sans naturellement, chers amis américains, qu'il s'agisse du moindre privilège. On n'est pas dans le protectionnisme. Je dis à condition égale. Alors, il n'y a pas d'obligation légale à ce sujet. Mais l'évidence, à mon sens, est celle d'un esprit à faire respecter, en plus des avantages à retirer, en tenant compte aussi bien des atouts existants dans notre économie nationale globale. Bouygues, en ce moment, est à Monaco sur un projet d'1 milliard d'euros. Le groupe Faya, Vinci, qui est présent et très actif ici. Et puis l'atout que représentent aussi les travaux du cluster maritime français, éventuellement en lien avec ton cluster. On en a parlé hier. Par exemple, nous avons un groupe de travail qui réfléchit depuis 5 ans, environ un mois par an, depuis 5 ans, avec une trentaine d'entreprises, au concept de plateforme, enfin c'est plus qu'au concept, maintenant on a bien avancé, de plateformes flottantes à multi-usage. Et puis il y a toute cette expérience, toute cette histoire entre nous, les actions menées en commun depuis très longtemps, entre francophones, disons, entre Français et cette communauté culturelle et de la langue qui peut être un avantage pour toutes les parties, y compris seasteading d'ailleurs, au niveau de l'efficacité, dans la construction du projet, mais aussi dans sa conception. J'ai hésité à vous dire ce qui va suivre au niveau de la conception, mais je crois que finalement c'est mieux de le dire. Si je pouvais me permettre un conseil à nos amis américains dans leur approche, je dis bien dans l'approche de la population polynésienne, je ne parle pas du projet lui-même technique, je lui dirais de ne pas oublier que Papeete est loin de Las Vegas, que la notion de happiness n'est pas la même, et je ne suis pas sûr que la nouvelle American Way of Life, très bien présentée, bien que je suis sûr qu'il refuserait ce titre par Randy, soit un élément motivant ici, où un ukulélé peut faire des miracles, où être isolé n'a pas le même sens qu'en Occident ou en Californie. Donc, à mon sens, mettre trop en avant le nouveau type de société utopique recherché ne me paraît pas être le plus approprié, même si, pourquoi pas, c'est ce qu'elle sera, puisqu'il y aura la liberté à l'intérieur. Le return on community, qui est une notion que vous avez brillamment exposée, que j'ai entendue le premier jour, est plus important effectivement que le return on investment. Ça, je le comprends. Et ça a été brillamment démontré. Mais ça ne peut pas être le même pour les Mériens d'ici que celui désiré par les Terriens de Californie. Donc je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Parce que je crains qu'à trop avancer ce rêve, il soit perçu surtout comme la facilitation d'installation de colonies occidentales utilisant le site merveilleux qui leur est offert, mais au fond fermé sur l'extérieur. Je crains que ça ne serve pas le projet, mais j'ajoute tout de suite que vous avez fait le bon choix, je vois qu'il est très inquiet, avec Mark Collins, et je suis sûr qu'il prend ou prendra cela en compte dans son dialogue avec les populations polynésiennes, puisque c'est sur ses épaules beaucoup que repose cet aspect des choses. Venons-en aux recommandations, il me reste 2 pages. La première, évidemment, c'est de tenir un langage de vérité. Et là-dessus, j'ai été très rassuré par le discours introductif de Tevaro Fritsch. Je ne pensais pas, par exemple, je ne pense pas qu'il soit possible, réaliste, d'espérer une installation avec 300 résidents en 2020, comme c'est décrit ici ou là. Je pense que ce n'est pas possible d'avoir tous les éléments d'analyse de faisabilité d'ici 2017, comme c'était espéré ou annoncé, et comme c'est apparemment l'esprit de l'accord. Mais l'autre jour, Tevaro Fritsch nous a bien dit qu'il y aurait un paquet légal, si j'ai bien compris, à fin 2007, mais qu'il voyait l'éventuel projet et prototype dans les 5 années. Et je pense que c'est clair, c'est bien. Car les délais seront très longs pour définir tous les aspects du projet, le concept, l'objectif, puis finaliser le cadre réglementaire sur les plans fiscal, social, pénal, tout ce qui relève du droit public comme du droit privé, bien sûr le statut juridique de la plateforme, sa viabilité économique, pavillon ou pas pavillon, elle sera dans les eaux territoriales polynésienne au début, en tout cas pour le prototype, donc ça ne pose pas la question du pavillon, ça peut poser celle de la question d'une zone franche, mais pas la question du pavillon, et je m'en réjouis d'ailleurs parce que même si l'esprit de l'exposé était juste, je suis un spécialiste des questions de pavillon, je peux vous assurer que c'est un sacré dilemme.
En tout cas ici, il faut qu'il soit clair à mes yeux que les 6 zones, enfin la 6 zones dites autonomes dans l'esprit seasteading, soient soumises aux règles de la Polynésie, du pays et ou de l'État selon les prérogatives de chacun. La deuxième recommandation, c'est un travail qui a été mené en commun entre clusters et par le cluster maritime de Polynésie, qui a un esprit très constructif, j'en témoigne, mais c'est évidemment, je pense que vous y avez pensé, mais il faut le dire, établir un point zéro environnemental de la zone directement impactée, évidemment. Et beaucoup d'autres aspects ne doivent pas être oubliés, tels que prévoir le démantèlement, je dois donner du travail au traducteur, le démantèlement et la déconstruction de la structure, dès son élaboration, répond aux interrogations sur le carénage, l'entretien de ces infrastructures, un piège auquel on ne pense souvent pas assez. Tout ceci, en fait, c'est là que je veux en venir, supposant une coopération avec les scientifiques et les industriels qui soit sans faille, ça veut dire permanente, approfondie et bien en amont. Bien sûr, on a parlé à cet égard du consortium FIRST, et je m'en réjouis, hein, Floating Infrastructure Research Science and Technology, avec l'Université de Polynésie française. Moi, c'est ce qui m'avait été indiqué par Pascal quand je l'avais vu à Paris, avec Jacques d'ailleurs, l'IRD, l'IFREMER, l'Institut Louis Malardé, le CRIOB, l'Université de Berkeley. Alors, je vais vous dire, moi je pense, à mon point de vue, ceci, ce sera un marqueur. Et j'insiste parce qu'il se trouve que la semaine dernière, j'étais déjà avec le président d'IFREMER, j'en ai parlé, il n'en a pas encore entendu parler. Donc il faudra bien veiller à ce que ce point, à mon avis, soit clarifié, qu'il s'agisse que ça soit autre chose qu'une intention. Une des recommandations, c'est aussi, mais là, ça sera vous qui en déciderez, tous ensemble, la création d'un comité de suivi double, société civile et scientifique, naturellement coordonné par le pays, mais libre de donner ses avis. L'implication du cluster maritime de Polynésie française me paraît extrêmement utile à tous les stades, afin de pouvoir jauger à chaque étape de la pertinence des choix et des différents intervenants. Le CMPF, à ce moment-là, intervenant comme sorte de caution, et agissant dans un esprit de neutralité bienveillante, en même temps que de veille, bien sûr, exigeante, et pouvant en outre, compte tenu de sa nature très particulière, Gérard, exercer un rôle utile de conseil, de mise en relation, important. Et quand utile, et si souhaité, je le répète, tu y as insisté, en pouvant compter sur un dialogue permanent avec le cluster maritime français, et si un jour ça sert le projet, avec, pourquoi pas, les clusters européens. Évidemment, les Hollandais étaient là, et c'est bien légitime. Voilà. Et puis, probablement, dernière recommandation, issue du cluster maritime, de prévoir une zone de découverte et d'échange avec la population. Mais avant tout, et je terminerai par ça, la recommandation majeure nous paraît être de ne rien démarrer. Vous savez, je ne prétends pas du tout être un professeur, hein, c'est une réflexion et le résultat d'une expérience. Et comme ici, même si je suis venu souvent, je connais et je dis peut-être des choses qu'il faudra que vous ajustiez. Mais ne rien démarrer, évidemment, tant que le concept final n'est pas clair à tout point de vue et que tous les objectifs n'ont pas été définis aspect par aspect, citoyen, politique, environnemental, juridique, public et privé, etc. Ce qui suppose naturellement que soit élaboré, mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait, dans le dialogue qui existe, une roadmap indicative, initiale, transparente, et qui doit donc être approuvée avec les étapes à franchir les unes après les autres, chacune avec ses objectifs et si possible sa méthode. Et puis, tant que n'auront pas été clarifiés, je sais que c'est un terrain sensible, mais les responsabilités entre le pays et l'État sur un tel type de projet. Il ne faudrait pas, en effet, que ne pas avoir mis tout de son côté pour qu'entre enthousiasme et crainte, on le sait bien, le rêve ne tourne pas au cauchemar. Ce qui d'ailleurs conforte l'esprit de l'accord signé entre le gouvernement de Polynésie, le DG du Seasteading Institute, les interlocuteurs qu'a choisi le Seasteading Institute ici, de cet accord qualifié sagement à ce stade de mémorandum d'intention et que le gouvernement de Polynésie a voulu équilibrer, ce que chacune des parties reconnaît. En conclusion, je dirais que la dynamique d'un tel projet, qu'il se réalise ou non, peut avoir un très grand intérêt pour le pays et les filières maritimes, en plus de seasteading lui-même. Il faut donc contribuer aux efforts et analyses, y compris critiques, de faisabilité d'un tel projet, sous réserve de s'assurer ensuite, à chaque étape de son orientation et évolution, je résume, et des meilleures retombées possibles pour le pays, la population, les acteurs locaux, voire français, je vous l'ai dit. Il s'agit enfin, et c'est probablement
le plus important, mais je sais que j'enfonce une porte ouverte, je sais que vous en êtes conscient, qu'il s'agit bien d'une rupture. Quelqu'un disait l'autre jour, c'est pas une rupture, c'est pas vrai. Il faut dire les choses en face, c'est une rupture. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais il faut qu'une telle rupture pour les territoires, il faut, au-delà des contraintes légales, le soutien populaire et de la société civile sera primordial et une nécessité. Ne serait-ce parce qu'on ne peut rien balayer, pas même les oppositions de principe du type « je ne veux rien, je ne veux que rien risque de dénaturer dans mon lagon ». Je ne veux rien dans mon lagon. Et ces positions qui n'ont rien d'illégitime et auxquelles il faudra opposer une vraie conviction et des arguments très forts. Tout cela parce que je pense qu'il faudra une acceptation majoritaire de la population, c'est notre époque qui veut ça, et c'est pas plus mal, et quelques consultations pour éviter ce que j'appellerais le syndrome que nous avons du mal à vivre en métropole, le syndrome de Notre-Dame-des-Landes, pour ceux à qui ça peut dire quelque chose. Et donc, ce qui veut dire éviter l'enlisement de la dynamique dont ce projet, quel que soit son futur, peut être porteur, ça c'est sûr, pour libérer la capacité d'innovation du pays dans tous les domaines touchant à la mer, pour un avenir conciliant l'identité polynésienne et le développement polynésien. Je vous remercie. Francis, merci beaucoup Francis. And our last guest, I like to, he likes to definite himself like a evangelist for Seasteading Institute and Blue Frontiers. He's an author with support from Patrick Friedman of Seasteading, and I just write a beautiful book. It's possible to catch it and buy it on Amazon. How Floating Nation Will Restore the Environment, Enrich the Poor, Cure the Sick, and Liberate Humanity from Politicians. Just been deeply involved in seasteading and spreading the message since the first learned about it in 2011. Is going to talk about why we love French Polynesia. Ladies and gentlemen, please welcome Joe Quick. Hi, everybody. French Polynesia, we are grateful for your hospitality and all we've learned from all the beautiful people we've met. And I assume this is my clicker. Oh! I'm Sea Evangelist at the Seasteading Institute. Ya Urana E Maruru Itotato Farere Ra A. Iteye Mahana. If you think my Tahitian pronunciation is bad, you should hear my French. Simultation vous fait peur, vous devriez entendre mon français. Someday I hope to speak these languages as well as a toddler. As an author of books, I like to think of myself as an expert in words, but in French Polynesia, I'm learning a whole new way of communicating that has nothing to do with words. I was very moved to meet Mayor Sylviane Turuuatea, Mayor of Raiatea, and I'm committed to mispronouncing all the words until I get it right.
When we came to visit her, she personally placed a flower lei, is that how you pronounce it? Over each of our shoulders, one at a time, and kissed both our cheeks. Then she took us into her office, and she personally poured all our coffee. And I said, this is a very special place. I assume that if I ever meet Trump, he's not going to put flowers over my head. I assume Hillary's not going to pour my coffee. Then Mayor Sylviane sat us down in her office, and her first question was, what can this floating island do for the future of the youth so they can be proud? And we heard the answer Monday in the voice of Alexandrine Wan, who coordinated our events and speaks to the media. I was amazed by her impassioned speech Monday about why her generation needs seasteading. And you've seen her around here. She's never getting off the phone. She's always arranging things. She's running around. She's making things happen. And when I went to visit her in Silicon Valley in the middle of the night, she was doing the same thing. She was on the phone. She didn't have time. Okay, Joe, thanks. Go do that thing I told you. Okay, okay. Even Pascal's intimidated by her. And you got to ask, why is she so motivated? And she said in her speech, quote, I truly believe our generation is destined to heal everything that's been destroyed. And here's why I believe her. 2 days before, on Saturday, we went on a guided tour of the sacred space of Fare Hape. And this gentleman, Hervé, gave us a long tour, and it was fascinating. He showed how every element of the old buildings integrates into the mountains, it integrates with the stars, it integrates with the rocks, it integrates with the plants. They thought it all out ahead of time. And our friend Olivier, if I'm pronouncing his name right, translated the Tahitian for us. And he quoted Hervé as saying, Polynesians didn't just want something and build it. We listened to nature, and we let nature tell us what to do. And that night, I was sitting up late with my seasteader friends, Shannon Riley and Greg DeLawn, who spoke earlier. And we were talking about this experience, and it was dark, and we were sitting under a gazebo, and we were thinking about everything Hervé had to say. And Greg said in the silence, we have things to learn from the Polynesian culture. Let nature tell us what to do. That old Polynesian lesson is what the new world is learning to do. It's what Karina Sapieska wants to do, the vegan engineer from Holland. And I'm sorry, Karina, I can't pronounce Polish either. It's what Bart Rofen wants to do, her colleague who designed the seastead after the local flower, the tiare. It's what Rutger de Graaf wants to do, and I can't pronounce the Dutch either. Rutger is the first seasteader featured in my book with Karina who proposed floating sustainable societies when we knew nothing about each other. And Rutger is battling bone cancer right now, so he couldn't be here, but his heart is with us. These are the world leaders in environmentally sustainable floating real estate, and they're in this room. They already built the floating pavilion in Rotterdam. If you don't like its location, you can move it and put it where you want. It's completely sustainable, it runs on solar, and it's no threat to the environment. So once we had Bart, Rutger, and Karina on our team, we knew we had all the elements we needed to concentrate blue tech innovation in one floating community. We had the engineering innovations, we had the legal innovations from Tom W. Bell and others. We had an eager community of aquapreneurs. The only thing that was missing was the place. So seasteaders dreamed
of a magical place that would fulfill all of our requirements, and we imagined this place before we knew about it. We needed shallow, calm seas with a variety of natural wave breakers. We needed a beautiful and safe location for potential residents. We needed business leaders who would understand what we called the blue economy, and we thought we made that word up. We needed government leaders who understood the power in small steps toward autonomy. And most of all, we needed a marine culture with perhaps a history already friendly to switching among islands and founding new societies. And where could we possibly find a place like this? We searched for years. Mark Collins reached out to us and invited us to come visit so he could show us that French Polynesia had everything we need. And I thought he was overselling it. I was like, this is too good to be true. Once I arrived here, I learned he was underselling it. And if I may quote from what he said back at the beginning, Polynesian culture has a long history of seafaring across the Pacific Ocean that will contribute to this ambitious project. More than most nations, our islands are impacted by rising sea levels, and resilient floating islands could be one tangible solution for us to maintain our populations anchored to their islands. For many Polynesians, leaving our islands is not an option. So we said, wow, okay. So our team of 10, we arrived in French Polynesia, and I remember we said to Mark, it's like, okay, who do we visit first? And he said, Teva Rofrich, the Minister of the Blue Economy and Economic Recovery. And I was like, you have a Minister of the Blue Economy and Economic Recovery? He's like, yeah, we're gonna go visit him right now. So the first person we meet already has a title that describes what seasteading is. And the meeting that first day went so well, we start panicking and acting like a PR firm, trying to control the message. We're like, okay, let's prepare a statement, run it through a couple iterations, will take a few days. And Teva Rofrich was like, no, I'm gonna speak to the people. This is how he looks at you when he talks at you. And the next day, the announcement was out. He put his reputation on the line. I met with the seasteaders. I like the project. And this experience of Polynesian, unguarded, open-hearted honesty, spontaneous honesty, it never stopped. Later we met with President Fritsch and several government mayors and ministers in the presidential palace, and we gave a 2-hour tour, featuring the legal innovations and the engineering innovations. There it is, thank you. And the economic innovations that we plan to bring to French Polynesia. And this was my view of them before we got to speak. They were listening very intensely and being very quiet. And I was like, do they like us? Do they think we're crazy? Wait, that wasn't this, wait, that was my view. That was when it was going very well. That was when I got really scared. No, that was when I got really scared. And so they didn't make a sound the entire time. They were like this, just like focused. And then I had to go up and speak. And then we sat down. And then I was like, oh, here's where they tell us, thank you very much, go home. Instead, they took turns just speaking from the heart, one after another, on camera. It was unbelievable. They didn't hold back. They didn't wait for consensus. They didn't check the polls. They didn't ask a team to prepare language for them. It was like right there on camera, they all spoke from the heart. And Thierry Alpha, second man on the right, he concluded with this great quote. He said, as Minister of Land Affairs, I believe it is time to look to the sea. And Felix Tokaragi, the mayor of Makemo, he gave this spontaneous, impassioned plea right in front of the Japanese documentary team filming the proceedings. And he said he deals with sea level rise every month. He says his people's water tables are turning to salt water, and he says he's worried about climate refugees. And we heard that, and we knew we had to act fast.
So the president's special advisor, Thierry Nunfat, the second man on the left, he arranged for us to meet Jean-Christophe Bouissou and other government ministers, and they came to San Francisco, where our aquapreneur friends showed them some of the blue technologies we'd like to develop and feature on floating islands. And I'm a great admirer of Jean-Christophe Bouissou, because the day he returned to French Polynesia, reporters posted a camera in his face, and he gave a spontaneous interview live, no edits, speaking from the heart, and I love it so much. I've listened to it over and over 20 times, and I don't even speak French. But I did get the translation, and I want to quote from it. So the interviewer said, "What do you think of the skeptics, Mr. Bouissou?" And he said, and I quote, "Dreams belong to those who want to move forward and make them happen. Many could not imagine us walking on the moon, others that we can travel to Mars. And still others cannot imagine that tomorrow we will be able to find solutions to the problems facing island communities by building ocean platforms. Polynesia is the haven where all things are possible. It is the blue frontier in the Great Pacific. It is also a country which has shown that its population wishes to forge ahead. We have solutions to bring the world." That's my favorite part. Lele Lalalu called these seasteads islands of excellence, and I can't resist in quoting him, even though you just heard him a few days ago. He said, "Let's own the oceanic intellectual space. We look to seasteading as a chance to build these capacities. Seasteading is capable of solving the grand challenges facing the oceans, problems that used to be only addressed by nation states. We're lucky here in French Polynesia because we have a very visionary government who sees the problems early and the opportunities, which is why we are here." So, why are we in French Polynesia? Entrepreneurs create prosperity by solving problems. One of the biggest problems in the world is sea level change, and the technologies for adapting organically to sea level change are intimately linked to economic and social development. French Polynesia is happily situated right in the center of the blue frontier, and because it has every conceivable type of wave breaker, lagoons, atolls, and then very quickly you get to the deepest depths where you can experiment and come back, it's in an excellent position to lead the world in the technologies for adapting to sea level change and for creating innovative societies of the future. And French Polynesia controls an area the size of Western Europe. You want to talk about a new world? This is the undiscovered continent, and I think it's time to draw a new map of the world with French Polynesia as the center of it. 50 years ago, Westerners paid money just to read about stories about Tahiti, this unreachable paradise that only the bravest sailors could get to. Well, look at us. We're all here. French Polynesia has 53 airports. It took me 7.5 hours to fly here from LA. That's how long it takes to fly from New York to London. Auckland, New Zealand is 5 hours away. Air Tahiti Nui sponsored our trip to French Polynesia. And this is a photo taken by Pascal. I appreciate it features my book. And we spoke to CEO Michel Monvoisin and master communicator Torea Colas. I hope I'm pronouncing that right. And he pointed out that Polynesians are the original seasteaders. Polynesians, they sailed from island to island, trying new societies and discovering new ways of living together. And just as I feature something in a story at the end of my book about Westerners moving west on the western frontier and trying new societies and discovering how democracy works and discovering all these things that ended up changing the world.
By the same token, Polynesians moved east on the blue frontier, sparking an evolutionary process that created a very special kind of wealth, a kind of spiritual wealth, a very special culture we're all experiencing right here. And after Tereya explained all that, Tereya and Michelle started telling us about all these practical applications of seasteading that we had never thought of. We had never even imagined it, and I'll give you just one example. So Tereya pointed out that the marinas are maxed out, dockings for cruise ships are at capacity, and Tereya said that we need infrastructure to receive the tourists, but we don't want to impact the natural beauty of the coast, which is the reason the tourists come. This is a conundrum. How do you solve this problem? Tereya suggested that seasteads provide a mobile, floating solution. Cruise ships could pull up, offload tourists, and increase the structure for ports without harming the priceless beaches. And Tahiti coastline is some of the most valuable coastline in the world, and seasteads increase the amount of coastline in Tahiti. So this is an immediately viable option that could create great prosperity for locals. You could sell food from these platforms, you could sell performances, you could sell art, and by floating, seasteaders absorb the risk, and we put French Polynesia on the map as the coolest place for the blue economy and for innovative solutions to sea level change. So that's just one example of what Tereya Kolas was suggesting to us. And it's an example of how Silicon Valley is not bringing solutions. We're co-creating solutions with French Polynesians. I mean, look at this picture. There's the seasteaders being quiet, our engineer is taking notes, and Michelle is doing all the talking. French Polynesians already have solutions. They called on seasteaders for their services, and we need to learn what those solutions are. And after the meeting, Tereya texted Mark, Polynesians are seasteaders. And Mark loved that text so much he featured it on a slide in his talk. And I'm sorry I photograph about as well as I pronounce, Mark. So let me tell you why I'm excited about the special governing framework. So I'm from San Francisco, and when I get off that floating city and get on that land city, my cost of living goes up. My chances of being mugged, ticketed, panhandled, taxed, they all go up by orders of magnitude. And why is that? That floating city has a special governing framework. French Polynesia has already innovated in providing platforms for special governing frameworks. So this ship, it's named after the artist Paul Gauguin. He famously painted the French Polynesian people because they were so beautiful inside and out. And Randolph Henkin researched the following facts. And when I list you these facts, I want you to ask, what country does this temporary floating city belong to? So the Paul Gauguin sails between Indonesia, Fiji, and French Polynesia. It flies the flag of the Bahamas. Its owners are registered in the Cayman Islands and Delaware. The crew is hired from all over the world. The passengers pay in US currency, and legal disagreements between the passengers and the ship owner are settled in the jurisdiction of French Polynesia. So, what kind of floating community is this? Is it American? Is it French Polynesian? Is it Bahamanian? We're all in the same boat, and we're all going to have to get used to mispronouncing each other's names. The cruise ship is a temporary floating community, and the seastead is a permanent floating community. I very much appreciate what Vice President Teva Rofrich said in his opening talk at this conference. I may get the quote wrong because I'm translating from the French, but he said the floating project is, quote, the first manifestation of the communal will of
French Polynesia and the Seasteading Institute. And more importantly, he stressed it's designed to, quote, convince little by little. And that is exactly right. We don't have to start big. We can start very small, just 3 little practice islands, to demonstrate that this will be beautiful and prosperous and make Polynesians proud. And we don't need any money. We'll pay for it ourselves. We only ask for your hospitality and your blessing. And before the decade is out, we want the world looking out at a lagoon here and seeing the world's first seastead in French Polynesia, and their breath is taken away when they see a microcosm of what the future is going to look like. And if we can do that, we can persuade people to take the next step. This will be one small step for French Polynesia and one giant leap for mankind. And if we are successful, French Polynesia becomes a leader in a brand new industry, exporting our technologies around the world. And this would turn French Polynesia's brain drain into a brain gain. Look at all the brains in this room that French Polynesia is already poised to gain. Our Dutch engineers, Bart and Karina, compiled this data. The orange dots are the places experiencing rapid population growth, and the blue dots are places with population growth plus risk of floods or sea level rise. And these communities all over the world can be served by the technologies developed in French Polynesia. Here's 2 presidents, President Fritsch shaking hands with our Vice President of Strategy, Nicholas Germineau. And this is just after President Fritsch told us through a translator, quote, "It would be wonderful if we could work with the Seasteading Institute to bring sustainable development and economic activity to French Polynesia." And he concluded, quote, "Let's create the future together." We can't do it without you, and we humbly ask for your blessing on this small project. You are our hosts. So I want to conclude. This is Diana Bond, a seasteading volunteer. And she started out as a stranger who volunteered to edit my book. And she volunteered to perform a tremendous amount of research on behalf of seasteading. And she basically made my book a lot better. And she just hustled and hustled and hustled. She was like the Alexandrine of the United States. And I finally just emailed her. I'm like, why are you so motivated to help me? Like, I don't even know you. I've never met you. And it turns out she has some Native American blood. And she sent me this old prophecy of the Hopi tribe without comment. When the earth is ravaged and the animals are dying, there will come a new tribe of peoples from all cultures who believe in deeds, not words, and they shall make the earth green again. That's us. Maruru Roa. Thank you for listening. Thank you so much, Joe. Thank you so much. Okay, so it was just our last speaker. It's not completely finished. I would like to ask to the CEO of Blue Frontiers to have the last word of that conference, please. Come on the stage. Randy. Kind of sad it's almost over. At least we got one more party. Thanks for being here. And before we close, I want to acknowledge what made this event run so smooth. And first, you already heard one really important name, Alexandrine. Where are you at? Can I get all of the volunteers who helped Alexandrine to stand up and get an applause?
We have a whole community of local Tahitians. Are they not here? Are they gone? They're out. Oh, they're already working. They're volunteering. So we'll have to applaud them again later. How about the people working on tech? Let's give them an applause here. Including our translator. And I think all of you deserve an applause for coming all the way here and participating in this. So this was the beginning of the beginning of the beginning. And as you see, we have a long way to go. Blue Frontiers and the Seasteading Institute is eager to continue this engagement. This is not a conference that ends and you go home and you've learned something and maybe we'll see you again, maybe we won't. Hopefully that's not the case. Hopefully we're all going to be neighbors here in a lagoon in Tahiti by 2020. And those of you who were on the bus tour yesterday heard us say that we want to keep you activated and engaged in the coming months while we actively work with the government of French Polynesia. So there are working groups we're setting up. And please contact me or one of my Blue Frontiers colleagues to be involved in one of those working groups if you so choose. And we'll be in touch with you and keeping you updated as we go. There's a lot more people out there watching us on YouTube right now, sending us emails, and people who haven't even heard about us yet, that once they do hear about this, are gonna be really excited to come participate in this project that has the potential to showcase to the world how great humans can be on the Blue Frontier. So thank you for coming. I really appreciate all of you for being here. If you are a guest of the Seasteading Institute and you're coming to the presidency, we have to be on the bus at 5:30.